Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver cet après-midi-là pour discuter autour du thème organisation comptable et production des états financiers, des approches et outils pratiques de l'expert. Je suis Sanogo Latifa Masogolo, auditeur comptable et financier. Je suis responsable du département recrutement et formation au sein du cabinet Fidali. Et je prends la parole ce soir en qualité de modératrice de ce webinaire, qui est bien sûr organisé sous l'initiative du Café des Alliés. Alors, je commencerai par cette citation d'Henri Fayol qui dit qu'une bonne comptabilité est la base d'une gestion saine. Dans un monde en perpétuelle évolution, une organisation, je disais tantôt, dans un monde en perpétuelle évolution, une organisation comptable efficace et la production d'états financiers précis sont essentielles pour la santé financière et la transparence des entités. Nous sommes bien sûr tous d'accord sur le fait qu'une bonne gestion comptable permet non seulement de se conformer aux exigences légales, mais aussi d'optimiser les ressources et de prendre des décisions assez éclairées. Aujourd'hui, nous avons donc le privilège d'avoir avec nous M. Sawadogo Bourema, expert comptable, qui partagera avec nous des approches et des outils pratiques pour améliorer nos pratiques comptables. Donc, pour faciliter le bon déroulement de ce webinaire-là, nous allons vous demander de lever la main lorsque vous voulez intervenir. Vous pouvez aussi envoyer vos réflexions et questions par message via le chat, bien sûr, qui est là. Et merci de veiller à ce que vos micros soient coupés pour éviter les interruptions. Je vais bien sûr demander à Justin de s'assurer que tous les micros sont mutés et de le faire au besoin. Donc, sans plus t'attendre, je passerai la parole à notre expert du jour, Monsieur Bourema Sawadogo. Expert Sawadogo, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir à vous et bienvenue parmi nous. Donc, sans plus Merci. tarder, avec votre permission, bien sûr, et la permission de chacun, nous allons vous passer la parole pour la présentation. Merci beaucoup, Mademoiselle Sanogo Latifa. La visibilité est bonne. Mon écran est bien visible. C'est moi, oui. Parfait. Donc, soyez les bienvenus à ce deuxième webinaire du Café des Alliés, initiative portée par le cabinet Alliance Fiduciaire, société d'expertise comptable inscrite à l'ordre. Webinaire donc que j'ai le privilège d'animer. Parce que si nous nous rappelions du précédent webinaire, nous avons tenu à rappeler que le Café des Alliés est un cadre, un espace d'échange professionnel, un espace à travers lequel nous souhaiterions bien entendu partager nos expériences, nos vécus avec les praticiens, donc avec les acteurs du monde professionnel, en particulier les acteurs des chiffres. Donc ce second webinaire-là s'inscrit dans ce cadre. Et bien entendu, n'hésitez pas, si vous avez des propositions de thèmes à nous soumettre. Ce soir, le thème central est relatif, bien entendu, à la comptabilité. Donc, il est question pour nous de nous épauler, de discuter de façon pratique de quelle manière on peut organiser et tenir une comptabilité d'entreprise pour qu'elle puisse aider à atteindre les principaux objectifs qui lui sont assignés. Généralement, nous avons tous fait l'école de comptabilité, nous avons des BEP en comptabilité, des CAP, des BAC G2, des DUT BTS, des licences, des masters, mais il y a des fois où nous n'arrivons bien entendu pas à cerner la dimension pratique de la comptabilité au point où on peut se retrouver à la mettre en place, on peut se retrouver à la tenir et passer à côté ou vivre certaines difficultés qui sont relatives au fait qu'on n'ait pas appréhendé, cerné les particularités, bien entendu, de l'organisation comptable dans le contexte du système comptable OADA. Donc, la présentation que nous souhaiterions faire ce soir est structurée en deux dimensions majeures. La première dimension est de vous parler de l'organisation comptable en nous appuyant sur le cadre réglementaire, mais aussi sur les bonnes pratiques. Et la deuxième partie traitera, bien entendu, des travaux de clôture et de la production des états financiers SISQUADA. Vous m'entendez toujours? C'est bon? Le rythme vous convient?
Justin, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Merci, vous pouvez aller. Parfait. Donc, on va commencer par l'organisation comptable. Ici, quand on parle d'organisation comptable, il faut remonter, bien entendu, aux dispositions de l'article 14 de l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. Il faut noter qu'au niveau, bien entendu, de cet article-là, on estime que la comptabilité qu'une entité doit mettre en place doit l'aider à satisfaire aux exigences en termes de régularité, de sécurité, ou assurer l'authenticité des écritures qui sont passées, de sorte à ce que la comptabilité puisse servir à la fois d'instrument de mesure des droits, des obligations des différentes parties prenantes, mais aussi que la comptabilité puisse servir d'instrument de preuve et d'information de gestion. Quand on regarde les dispositions de cet article-là, plusieurs dimensions sont mises en exergue en lien avec l'organisation comptable. Donc ici, on estime bien entendu que l'organisation, donc le dispositif qui permet de tenir la comptabilité, devrait permettre de faire en sorte que la dite comptabilité satisfasse aux exigences de régularité. Donc une comptabilité régulière, une comptabilité sécurisée, parce que si vous tenez une comptabilité dans un cadre non sécurisé, à tout moment, vous pouvez perdre les différentes données, à tout moment, quelqu'un peut truquer les données, à tout moment, bien entendu, quelqu'un peut manipuler, extraire, modifier les différentes informations comptables et financières. S'il y a par exemple des bugs informatiques, s'il y a par exemple de l'incendie, est-ce qu'on arrive bien entendu à disponibiliser l'information comptable et financière qui aurait été perdue? La question de l'authenticité des écritures, c'est de bien entendu encore garantir que dans la durée, les différentes écritures qui sont passées en comptabilité puissent toujours permettre de rendre compte de faits, d'événements qui ont jalonné ou en tout cas qui ont impacté soit le patrimoine ou bien la performance de l'entité. Et il s'agit aussi de se rappeler que la comptabilité est un instrument de preuve dans la mesure où vous pouvez bien entendu utiliser la comptabilité lorsque il y a un procès. Et donc, si elle n'est pas bien organisée, elle n'est pas bien tenue, elle ne pourrait bien entendu pas satisfaire à cette obligation-là. L'autre dimension, c'est que la comptable devrait permettre de rendre compte des obligations de l'entité à l'égard des tiers. Obligations à l'égard des tiers et droits aussi, c'est de se dire que quand vous circularisez un tiers, vous lui demandez de bien vouloir vous fournir la situation de votre solde dans ses livres. Donc, ça rend compte d'une forme d'obligation à l'égard des tiers dans la mesure où on rendra compte de ce que nous devons au tiers ou de ce que nous espérons obtenir du tiers. Et enfin, la compta est une information de gestion, quoique dans notre environnement de plus en plus, les gens sont plus focus sur la dimension satisfaction à l'exigence fiscale que faire en sorte que la compta soit réellement un instrument de gestion. Dans la mesure où on ne peut pas naviguer à vue, et donc la comptabilité va nous permettre à tout instant d'avoir une vue sur la situation patrimoniale et de servir de support pour faire des analyses et des projections. Et deuxièmement, la compta va nous permettre aussi d'avoir une vue sur la performance et de pouvoir aussi ajuster les différentes décisions. Si nous vendons et que nous élaborons un compte de résultat et qu'à travers le compte de résultat, la marge commerciale est négative, il va falloir donc que nous regardons soit au niveau des coûts ou au niveau des prix de vente, parce que soit nous vendons plus bas que le secteur, ou bien soit la structure de nos achats est de sorte que le coût des achats est très élevé, donc la marge commerciale devient marginale ou en deçà de la moyenne du secteur. Donc c'est un peu ça qui justifie l'intérêt d'avoir une bonne organisation comptable pour que de toutes ces dimensions-là, la compta puisse jouer pleinement son rôle. Quel est le contenu de l'organisation comptable? Quand on parle de contenu de l'organisation comptable, ça nous renvoie un peu à un certain nombre d'obligations qui sont fixées par le cadre comptable OHADA. Et ce cadre comptable-là, à ses articles 14 à 20, vont nous dire que la comptabilité qui doit être tenue dans notre espace doit être une compta à partie double. Donc, ce n'est pas une compta à partie unique à travers laquelle on va faire un tracé d'un journal en une seule colonne pour répertorier les opérations, parce que laquelle comptabilité ne pourra pas réellement rendre compte de la situation patrimoniale et la performance de l'entité. Et nous nous souviendrons qu'au XIVe siècle, un prêtre franciscain a développé, bien entendu, la partie double qui est devenue l'essence même de la compta contemporaine. La deuxième dimension, c'est la justification de toutes les écritures. Il faut donc dire qu'on ne peut pas passer une écriture sans pièce justificative. Donc, toute opération qui doit être retranscrite en comptabilité doit avoir un support comptable qui soit acceptable. Donc, il y a les supports comptables qui sont acceptables. Nous sommes tous comptables, nous savons que nous ne pouvons pas comptabiliser un délit, nous ne pouvons pas comptabiliser une facture pro forma. Si nous devons comptabiliser, nous allons comptabiliser une facture définitive, nous allons comptabiliser une quittance, nous allons comptabiliser un PV, nous allons comptabiliser les états de salaire, les états de prise en charge,
il y a des catégories de pièces justificatives qui sont admises en comptabilité et pour lesquelles, bien entendu, nous devons travailler à les connaître pour éviter de prendre en compte dans notre comptabilité des pièces qui ne sont pas admises. La troisième dimension, c'est la chronologie des opérations, donc des enregistrements. Il faut donc dire ici que le principe retenu, c'est que vous ne pouvez pas passer une écriture, une pièce comptable qui est arrivée dans votre entité, aujourd'hui c'est le 8, donc une pièce comptable qui arrive dans votre entité le 8 août, elle ne peut pas être comptabilisée après une pièce qui va arriver demain. Donc il va falloir qu'il y ait une approche séquentielle qui permet de se dire que lorsque j'ai retrouvé la pièce du 7, les pièces qui suivent là doivent être du 8, du 9, etc. Mais je ne peux pas revenir trouver des pièces du 1er août ou du 2 août. Voilà. Et là, on fait allusion à ce qu'on appelle la date de valeur comptable. Et la date de valeur comptable d'une pièce, lorsqu'elle est d'origine externe, sa date de valeur comptable, c'est sa date de réception. Donc, si j'ai une facture fournisseur, la facture fournisseur est comptabilisée à sa date de réception. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va le voir un peu plus bas. Lorsque nous avons une organisation comptable, elle devrait permettre de tracer, donc de matérialiser cette réception-là pour faciliter, bien entendu, l'identification de la date de valeur. Donc, sur une pièce comptable, vous avez une pièce comptable d'origine externe, vous avez deux dates. Vous avez la date de conception qui est externe et vous avez la date de réception. Donc, une facture d'un fournisseur peut être datée du 1er janvier, mais que vous la recevez chez vous le 8 août, parce que le fournisseur n'avait pas encore envoyé chez vous. Voilà, donc là, il y a un décalage entre la date de conception externe et la date de réception qui est interne, et ça fait qu'en comptabilité, ça sera la date de réception qui sera retenue comme date de valeur comptable. Et lorsque la pièce est d'origine interne, c'est sa date de conception qui sera retenue. Si vous avez un registre de paie, le registre de paie a été établi à quelle date, le rapprochement bancaire a été établi à quelle date, tous ces éléments-là, le PIB a été établi à quelle date, c'est des éléments qui sont d'origine interne éventuellement, qui vont avoir pour date de valeur comptable les dates auxquelles on les a conçus. Une facture client, une facture qu'on adresse à un client, ce sera bien entendu une facture qui sera comptabilisée à sa date de conception parce que c'est un élément d'origine interne. Après, il est question d'un plan comptable normalisé. Il faut noter que nous ne sommes pas dans un environnement comptable anglo-saxon. Quand vous regardez au niveau des normes IFRS, vous n'allez pas avoir de plan comptable normalisé. On laisse à chaque environnement la latitude de concevoir le plan comptable qui est adapté à ses besoins. Ça fait que vous allez avoir des environnements où le plan comptable va être un plan comptable alphabétique, des environnements où le plan comptable va être numérique, des environnements où le plan comptable va être alphanumérique. Donc, vous avez cette possibilité-là dans les environnements anglo-saxons. Par contre, dans le contexte Cisco-ADA, vous avez déjà un plan comptable standard que vous allez prendre adapté. Donc, une racine qui n'existe pas n'est pas une racine que vous pouvez créer. Si le compte n'existe pas en racine dans le registre du plan comptable, vous ne pouvez pas le créer. Donc, vous ne créez que sur la base des comptes qui existent déjà dans le plan comptable en créant les subdivisions qui s'adaptent à vos besoins. Le cinquième élément, c'est le contrôle par le biais des inventaires. Il faut noter donc que l'inventaire est une obligation comptable dans la mesure où il va permettre du moins de pouvoir conforter les données comptables en les confrontant aux réalités terrain. Donc, lorsque j'ai des immobilisations, donc tous les éléments constitutifs du patrimoine d'une entité peuvent faire l'objet d'un inventaire. Les immobilisations, donc le haut du bilan actif, va faire l'objet d'un inventaire. Si vous avez des stocks, ils vont faire l'objet d'un inventaire. Si vous avez des créances, qu'il s'agisse des créances clients ou des créances internes ou d'autres créances, elles peuvent faire l'objet d'un inventaire à travers la circularisation, donc les confirmations de soldes. Si vous avez des soldes de trésorerie, pour les espèces, vous pouvez les compter, vous allez faire un inventaire. Et pour les éléments de banque, les éléments de monnaie électronique, les éléments de CCP, c'est des éléments pour lesquels, bien entendu, vous pouvez avoir les données à travers, là aussi, une circularisation. Et au passif, c'est la même chose. Tous les passifs externes peuvent faire l'objet d'une circularisation, ce qui constitue une forme d'inventaire, donc qui permet de conforter les données qui existent en comptabilité. Donc, l'inventaire est un élément primordial et une obligation dans le contexte de l'organisation comptable. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on travaille à ce que, dans certains périmètres, on fait des inventaires périodiques, on fait des inventaires inopinés, mais l'inventaire est un impératif à la clôture de l'exercice. Le sixième élément, c'est la correction par les mois. Il faut noter qu'en comptabilité Cisco-ADA, vous ne pouvez pas faire la correction par l'externe. Avant, quand on était au plan OCAM, quand vous avez une écriture comptable qui vous avez passé par erreur, vous avez passé une écriture d'achat, donc vous avez fait le 601, le 445 contre le 401, vous vous êtes rendu compte qu'il y a une erreur. Pour corriger, il suffit d'éviter le 401, de traiter le 601 et le 445. Maintenant, ce n'est pas ça qui est retenu dans le Cisco-ADA. Ce qui est retenu, c'est que vous reprenez la même opération, donc le 601, le 445 et le 401, vous passez avec les 6 mois, donc les mêmes montants vont revenir avec les 6 mois et vous reprenez la bonne opération.
soit la correction était liée à un compte, ou la correction était liée à un solde ou à un montant, bien entendu, la correction là va pouvoir être reprise à travers la bonne écriture que vous allez passer. Donc, ça fait générer 3 opérations, mais l'impact sur les cumuls des mouvements va être marginal, va être nul, dans la mesure où on a neutralisé l'effet de la première écriture erronée. Le 7e élément, c'est la mise en place des procédures comptables internes, les procédures de contrôle interne. Donc, il faut dire ici que la comptable doit être soutenue par des procédures formelles, de sorte à ce que le système de contrôle interne comptable puisse être assis sur un élément formel. C'est pour ça qu'on va obliger l'entité à rédiger au moins une procédure qui encadre ses pratiques comptables. Même si on n'arrive pas à en rédiger pour toutes les dimensions, tout au moins en lien avec ces obligations contenues dans l'ODCIF, on devrait bien entendu élaborer des procédures. Le 8e élément, c'est la tenue des livres comptables obligatoires. Donc, en contexte ISQUADA, nous avons bien entendu 4 livres comptables dont la tenue est obligatoire. Il s'agit bien entendu du livre journal, de la balance, du grand livre et du livre d'inventaire. Donc, ces 4 livres-là, on devrait les tenir de façon obligatoire. Il est évident qu'aujourd'hui, nous avons des logiciels qui règlent l'essentiel de ces problèmes. Parce que vous avez en un seul logiciel, lorsqu'il est bien intégré et bien paramétré, la possibilité de générer un livre journal, de générer une balance, de générer un grand livre et même de générer les états financiers. Donc, c'est de ça qu'il est bien entendu question lorsqu'il s'agit d'obligations en termes de livres comptables. Le dernier élément, c'est la langue. Il faut dire que la comptabilité dans notre espace doit être tenue en français. Aussi, la comptabilité doit être tenue en francs CFA. C'est donc dire que vous ne pouvez pas tenir une comptabilité en euros, vous ne pouvez pas tenir une comptabilité en dollars. Vous pouvez avoir un ERP qui permet de générer les données en ZOF et en dollars et en n'importe quelle devise. Mais la fourniture de l'information dans la devise ZOF, là, c'est un impératif. Voilà. Donc, ça, ce sont les éléments en termes d'obligations comptables contenus dans les articles 17 à 20 de l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière. Après, dans le même acte uniforme, au niveau des articles 22, il est question des obligations spécifiques à l'environnement informatisé. Il faut donc dire que le cadre comptable OHADA a ajouté d'autres obligations dans les contextes où la comptabilité est tenue par des logiciels. Puisque quand on réfléchit à un modèle comptable, on ne va pas réfléchir simplement en se disant que tout le monde a un logiciel. La compta, historiquement, n'était pas tenue dans un logiciel, elle était manuelle. Donc, la réflexion de base, c'est déjà de donner les pistes, les orientations, les directives, les impératifs. Mais derrière, on va spécifier pour ajouter que lorsque vous avez un logiciel, il faudra que le logiciel offre les conditions de garantie que les opérations sont irréversibles. L'irréversibilité revient à se dire qu'on ne peut pas revenir sur une opération qui est déjà passée, dans le sens de dire que vous ne pouvez pas modifier à souhait une écriture qui est déjà passée. Donc, si vous avez une comptabilité dans laquelle vous avez passé les écritures en janvier, à toute date, vous pouvez repartir pour passer les différentes écritures. Là, il y a un problème. Par contre, si vous avez une comptabilité pour laquelle vous avez passé en janvier, après, on a verrouillé le système comptable de sorte à ce qu'on ne puisse plus passer l'écriture. Et c'est maintenant, vous, la possibilité vous est donnée, s'il y a une erreur en janvier et que vous êtes en août, de procéder simplement à la correction. Donc, c'est de ça qu'il est question en lien avec l'irréversibilité. L'autre dimension, c'est la chronologie des opérations. Donc, il faut dire qu'une comptabilité va être tenue dans un logiciel qui garantit qu'on a dans un logiciel qui offre les garanties d'une chronologie des opérations. Vous ne pouvez pas passer une écriture et le logiciel procède lui-même au reclassement. C'est-à-dire que le logiciel, il vous dit, ah tiens, moi, j'ai des écritures qui ont été passées le 1er, le 2, le 3, le 4. Et finalement, les écritures de 4 là reviennent au 1er, les écritures du 1er passent au 4. Donc, il faudra bien entendu qu'on puisse se rendre compte que les écritures telles qu'on les a passées, elles restent dans cet alignement-là et qu'elles sont aussi collées à la question de date de valeur comptable. Après, il y a la clôture périodique. Il faut dire que le logiciel, lorsqu'il veut satisfaire aux exigences de l'article 22 de l'ODCIF, on devrait procéder à des clôtures périodiques. C'est pour ça que dans certains environnements très avancés, à la fin de chaque mois, on fait une clôture. Si on fait une clôture du mois, c'est que vous ne pouvez pas revenir dans la partie clôturée pour faire des modifications. Le logiciel verrouille toutes les opérations qui ont été passées. Après, il est question de piste d'audit. La piste d'audit, c'est donc de dire que quand vous avez un système comptable, il faut que la comptabilité garantisse l'existence d'une piste d'audit, donc qui facilite la navigation dans l'information comptable. C'est-à-dire que si aujourd'hui, j'ai une pièce comptable, je dois pouvoir la retrouver dans l'information de synthèse. Prenons l'exemple où vous avez, vous prenez les états financiers, vous regardez la rubrique matériel de transport, vous voyez que l'année passée, matériel de transport, c'était 20 millions. Cette année, matériel de transport en valeur brute, c'est 30 millions. Donc, il y a une acquisition de 10 millions au moins, parce qu'il se peut qu'il y ait une cession-acquisition.
Donc, l'acquisition de 10 millions, comment on la retrouve? On va remonter au niveau de la balance. Au niveau de la balance, on va voir que le compte 245 a connu effectivement un mouvement débiteur de moins 10 millions. S'il a connu un mouvement débiteur de 10 millions, on va prendre ces 10 millions-là, le 245, pour aller dans le grand livre, pour prendre les sous-comptes du 245 afin de voir quel est le compte qui lui-même a fait l'objet du mouvement. Donc, ça nous permet d'avoir, du moins déjà dans la balance, donc ça nous permet d'avoir une vue sur les différents sous-comptes qu'on va extraire. Si c'est le 2451 qui a bougé, on va prendre le grand livre du 2451 et le grand livre du 2451 va nous faire voir en réalité quelles sont les acquisitions qui ont été faites. On va se rendre compte qu'on a payé des motos, on va se rendre compte qu'on a payé peut-être un véhicule d'occasion et donc on a les références des pièces justificatives en question, ce qui nous permet d'aller dans le chrono pour voir dans quel mois la pièce en question a été classée. Donc là, c'est une piste d'audit. On peut partir de la pièce comptable vers l'information de synthèse ou bien on peut partir de l'information de synthèse vers la pièce comptable. Là, c'est la piste d'audit. Le cinquième point, c'est le référencement des états générés. Donc, à ce niveau, il est question de garantir que quand vous imprimez une balance, qu'on puisse dire que ça, c'est une balance. La balance était imprimée à telle date, elle était imprimée à telle heure. Donc, ça, c'est important dans la mesure où si le logiciel n'offre pas ces garanties, vous pouvez imprimer une balance, quelqu'un a passé une écriture, après vous réimprimez une balance, vous voyez qu'il y a des différences de solde, vous ne comprenez pas pourquoi. Donc, dès lors qu'on imprime une balance à 12 heures et qu'on en imprime à 16 heures et qu'il y a des différences, on peut installer ce qu'on appelle un log report, lequel log report permet de savoir quelle manipulation, quelle opération a été passée entre 12 heures à 16 heures et qui justifie le flottement ou en tout cas la variation observée sur les soldes. Le sixième point rejoint un point qui a été déjà traité précédemment, c'est la justification, la documentation des écritures. Vous allez avoir des environnements où on a automatisé tout. Même quand vous automatisez tout, il va falloir que vous générez des états. Quand vous partez par exemple en banque, vous voulez faire un retrait au niveau de la caisse, vous remplissez le document que vous signez, c'est un document qui est géré par le système. Donc, quand le document est géré par le système, c'est une écriture qui est déjà passée, qui a impacté votre solde. Et donc, cette écriture-là doit faire l'objet d'une documentation, d'une justification. On ne va pas se contenter de dire que parce que vous êtes venu prendre votre argent, on a passé l'écriture, c'est suffisant. Demain, si vous contestez, sur quelle base on va se justifier en tant qu'entité. Donc, on va devoir imprimer un bon de caisse que vous allez signer pour documenter le mouvement qui a été constaté. Et le septième point, c'est l'intégrité des données. Là, c'est éviter qu'on ait un logiciel qui fait le yo-yo, un logiciel dans lequel vous n'avez pas passé d'écriture, mais qui fait bouger des soldes à souhait, à toute date, n'importe quel moment. Vous avez des soldes qui bougent pendant que vous n'avez pas passé d'écriture. Là, le logiciel n'offre pas les conditions d'intégrité au niveau des données. Donc là, c'est un peu les obligations en matière d'organisation comptable, contexte informatisé. De sorte à ce que si on veut choisir un logiciel, avec les techniciens et les spécialistes, on va créer les conditions pour s'assurer que tous ces aspects-là sont pris en compte dans le logiciel en question. Après, toujours dans le contexte OHADA, il est évident que nous nous souviendrons que nous sommes dans l'UEMOA et dans l'UEMOA, nous avons commencé par le SISCOA, lequel SISCOA est venu avant l'OACE, l'OACE qui est l'acte uniforme relatif à l'organisation et à l'harmonisation des comptabilités d'entreprise. Donc l'OACE, quand il est rentré en vigueur, on a dû faire une révision du SISCOA en 2001, laquelle révision a permis d'aligner le SISCOA à l'OACE. Et en 2013, le SISCOA a fait l'objet d'une révision. On a eu un SISCOA révisé, lequel SISCOA révisé revenait bien entendu à poser des problèmes de discordance entre le SISCOA et puis l'OACE, ce qui a amené la communauté à travailler à ce qu'en 2018, on puisse avoir le système comptable OHADA, donc le SISCOA qui est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Et quand on était dans le premier SISCOA, il est évident qu'on parlait plus de principes comptables. Et les principes comptables qu'on avait initialement, c'était 8 principes comptables. Après, on a ajouté un 9e principe comptable qui est la prééminence de l'arrêté économique sur l'apparence juridique. Et dans la logique du SISCOA en 2018, on a structuré plus en postulat, en hypothèse de base, en postulat et en convention. Donc, initialement, la continuité d'exploitation qui était un élément de principe est revenu un élément d'hypothèse de base, laquelle hypothèse de base devrait être vérifiée avant qu'on envisage, considérer tout ce qui est retenu comme convention et postulat. Et un postulat est considéré comme étant un élément qui sert à définir le champ du modèle comptable. Donc, à ce niveau, on a 5 postulats. Le premier postulat, c'est le postulat de l'entité. Et à ce niveau, il est plus question de travailler à ce qu'il y ait une distinction entre l'entité et la personne physique qui la porte, dans le sens de dire que ce n'est pas parce que je m'appelle Sawadko Boureima qu'on va se retrouver à avoir des factures qui portent mon nom dans la comptabilité de Fidali.
Donc, si on est dans la comptabilité de Fidali, les factures doivent porter bien entendu le nom de Fidali. Il faut qu'il y ait une distinction entre l'entité comptable, l'entité, bien entendu, la personne physique. Et plus loin, dans certains environnements, on peut avoir plusieurs entités comptables. Vous avez, par exemple, une association qui gère plusieurs projets. Donc, chaque projet va être considéré comme une entité comptable parce qu'elle va tenir sa comptabilité, produire ses états financiers qui vont être transmises aux parties prenantes intéressées. Après, il y a la compta d'engagement. Là aussi, nous nous souviendrons que on a trois modèles de comptabilité. On a la compta de trésorerie, la compta d'engagement ou la compta mixte. La compta de trésorerie revient à se dire qu'on ne passe une écriture en comptabilité que lorsqu'elle a affecté la trésorerie. Pendant que la compta d'engagement revient à se dire qu'on va passer l'écriture en comptabilité sans considération de la date à laquelle elle va entraîner un décaissement ou un encaissement. Dès lors que l'obligation ou le droit est né, on va bien entendu retranscrire l'opération dans les comptes de l'entreprise. Et dans une compta mixte, on tient une comptabilité de trésorerie en cours d'année et en fin de période, on va prendre en compte les dettes et les créances pour avoir bien entendu une comptabilité mixte. Voilà. C'est-à-dire que c'est une comptabilité de trésorerie en cours d'année et en fin d'année, on va récapituler l'ensemble des dettes, on va récapituler l'ensemble des créances, donc les factures qui n'ont pas encore été payées, les factures qui n'ont pas encore été réglées, et on va bien entendu les intégrer en comptabilité. Ça permet d'avoir une comptabilité d'engagement, pendant qu'au cours de l'année, c'était une comptabilité de trésorerie qu'on avait tenue. Après, il y a le postulat de la spécialisation des exercices. Donc, à ce niveau, il est question de créer les conditions pour que chaque exercice puisse être distinct de l'autre, dans le sens de se dire qu'on va rattacher à chaque exercice les charges et les produits et exclusivement que les charges et les produits qui s'y rapportent. Et c'est en lien avec ce postulat-là qu'en fin de période, vous faites les retraitements charges-produits, les rattachements charges-produits. Donc, les charges à payer, les charges constatées d'avance, les produits à recevoir, les produits constatés d'avance sont comptabilisés eu égard à ce postulat-là. Il y a la question de la permanence des méthodes. Donc, le postulat de la permanence des méthodes revient à se dire que nous devons garantir dans le temps l'utilisation des mêmes méthodes, qu'il s'agisse des méthodes de présentation ou qu'il s'agisse des méthodes d'évaluation. Donc, en termes de méthodes d'évaluation, vous pouvez avoir vos stocks pour lesquels vous les valorisez au coût moins pondéré. Donc, si vous les valorisez au coût moins pondéré, ce n'est pas à souhait que vous allez passer demain matin à une méthode FIFO ou à une méthode LIFO. On va garder bien entendu la même méthode, à moins qu'il y ait une circonstance qui justifie l'évolution à la nouvelle méthode, et laquelle circonstance peut être premièrement un changement de réglementation, ou bien si on arrive à justifier que ce changement-là permet d'accroître la valeur ajoutée qu'on pouvait attendre de l'information comptable et financière. Auquel cas, il est attendu des présentateurs, des producteurs des comptes, qu'ils puissent bien entendu, dans les notes annexées, justifier ou en tout cas indiquer l'impact de ce changement-là. Si on n'avait pas changé, quel aurait été le niveau de la performance, et comme on a changé, quel est le niveau actuel de la performance. Et donc, ça permet aux destinataires de l'information comptable et financière d'avoir une vue sur l'impact, sur l'écart, pour éviter que ces ajustements-là n'aient pour seule finalité que d'influer sur le niveau de la performance dans les deux sens. En baissant la performance pour payer moins d'impôts ou en augmentant la performance pour donner une situation ou en tout cas un aperçu illusoire du niveau de cette performance-là à des tiers, bien entendu, qui auraient été induits en erreur. Le cinquième postulat, c'est la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. Donc, ce postulat-là a 4 variantes aujourd'hui. La première variante est relative au personnel intérimaire. Donc, ici, il est question pour le personnel intérimaire de travailler à ce que, au cours de la période, si nous avons du personnel intérimaire, donc du personnel extérieur détaché, prêté à l'entreprise, qu'on a comptabilisé dans le compte 637, que ce personnel-là, vous avez des vigiles, vous avez par exemple dans les sociétés d'intérim-là, vous avez des banques qui se retrouvent à avoir du personnel reçu des sociétés d'intérim. Donc, c'est une politique de gestion des ressources humaines. Donc, on a externalisé la gestion des ressources humaines au point où ce n'est plus des salaires qu'on paye, mais c'est des éléments de prestation, c'est des services extérieurs qu'on va comptabiliser dans le 637. Donc, quand on va les comptabiliser, ça va induire un décalage entre celui qui a recruté son personnel et l'entreprise qui a externalisé. Et finalement, la valeur ajoutée de l'entreprise qui a externalisé va être moindre par rapport à la valeur ajoutée de l'entreprise qui n'a pas externalisé. Parce que l'impact sur celle qui a externalisé sera dans le 637, donc sur la valeur ajoutée, pendant que celle qui n'a pas externalisé ressentira la charge là au niveau du 661, donc sur l'EBE et non sur la valeur ajoutée. Mais au niveau de l'EBE, on aura bien entendu le même montant. Donc ici, il est question de travailler à ce que les choix de politique RH n'influent pas sur la valeur ajoutée, qui est un indicateur important dans le calcul d'un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques comme le PIB. Donc, si vous avez passé au cours de la période
du personnel intérimaire que vous avez comptabilisé dans le 637, on vous demandera en fin de période de transférer ce 637 là dans le 667, ce qui permet bien entendu d'harmoniser, d'aligner tout le monde sur le même niveau d'impact et donc de garantir, de faciliter la comparabilité dans le temps et dans l'espace de l'information comptable et financière. La deuxième dimension, c'est les contrats de location-financement, donc l'ancien crédit bail. On se souviendra que dans le cas du CISCOA et de l'OACE, pour le crédit bail, on avait deux logiques d'analyse en se disant que soit vous avez un bien qui lui seul représente 5% de la valeur brute de l'actif immobilisé, ou bien vous avez un ensemble de petits biens dont la somme là représente 20% de la valeur de l'actif immobilisé brut. Dès lors qu'on est dans ces situations-là, on dit qu'on peut immobiliser le bien en contrepartie d'une dette de crédit bail et procéder bien entendu au paiement de redevances périodiques et en fin de période, éclater les redevances payées pour pouvoir rembourser l'initial du crédit et constater la charge d'intérêt. Donc ça, c'est de cette façon-là qu'on traitait ou qu'on analysait le crédit bail. Aujourd'hui, c'est les éléments de caractérisation du crédit bail seulement qui ont été changés dans la logique, bien entendu, du système comptable WADA. Donc, c'est de dire que là aussi, il est question que si vous avez choisi dans votre politique de financement de l'investissement de prendre le crédit bail comme mode de financement par rapport à une entité qui n'a pas choisi le crédit bail comme mode de financement, si on se colle à la logique latino de la comptabilité, on ne passe en comptabilité que ce qui nous appartient. Donc, ce bien ne nous appartenant pas, ce bien ne saurait être comptabilisé dans notre patrimoine. Et donc, en ce moment, vous allez voir une entité qui a payé l'essentiel de son actif, donc qui fait par exemple 30 milliards sous crédit bail. Donc, dans son actif immobilisé, on n'aura pas 30 milliards, on aura peut-être 1 milliard de total actif immobilisé brut. Pendant que l'autre se retrouve à avoir 30 milliards. Et on va avoir un chiffre d'affaires de 30 milliards chaque côté, ou bien de 20 milliards chaque côté. Et on se dira, tiens, ici on a investi à peine 1 milliard, on réalise 30 milliards de chiffre d'affaires. Et l'autre, lui, il a investi 30 milliards et il est aussi à 20 milliards de chiffre d'affaires. Donc, ça biaise ce qu'on aurait pu avoir, bien entendu, comme analyse. Et ça fait que le normalisateur comptable revient à nous ramener à une logique anglo-saxonne de l'appréciation du crédit bail pour se dire ici qu'on va plus aller dans le sens de qu'est-ce qui sert, quel est l'instrument de base qui contribue, bien entendu, à la création de la valeur pour se dire que la dimension économique doit aujourd'hui sublimer, donc supplanter la dimension juridique. Donc, on va faire fi de la dimension juridique pour avancer plus sur une dimension économique pour dire que l'actif économique ici, là, on ne peut pas l'enlever de notre patrimoine parce que si on l'enlève de notre patrimoine, on ne verra pas qu'est-ce qui produit, qu'est-ce qui génère de la valeur. Donc, en ce moment, on va comptabiliser l'élément en actif, en contrepartie d'une dette de crédit bail et on va procéder au retraitement tel que je l'avais déjà expliqué. Après les contrats de location-financement, la troisième dimension est relative aux effets escomptés non échus. Là aussi, il est question de se dire que lorsqu'on escompte un effet, on n'a pas fait de l'affacturage, on n'a pas vendu la créance. Comme on n'a pas vendu la créance, nous restons engagés à l'égard de la banque jusqu'au dénouement. Et comme on reste engagé à l'égard de la banque jusqu'au dénouement, on va se dire que quand vous avez un effet à recevoir, vous avez débité un compte 412. Donc, si vous envoyez l'effet à l'escompte, vous allez devoir créditer ce compte 412 et débiter un compte 415. Si vous encaissez, donc si la banque vous escompte l'effet, en escomptant et en vous donnant l'argent, vous allez encaisser dans le 52 en contrepartie d'un compte 565. Donc, cet encaissement-là, c'est de dire que vous êtes encore engagé à l'égard de la banque. Donc, le 565 va rester créditeur. Le 415 aussi va rester débiteur parce que vous devez, le client vous est toujours redevable. Jusqu'à ce qu'il paye, il vous doit sa créance pour que vous puissiez, bien entendu, libérer la banque à qui vous devez aussi la contre-valeur de ce qui vous a été débloqué dans le cadre de l'escompte. Donc, la logique, là, ici, voudrait qu'on ait encore une créance et puis une dette parce que c'est un mode de financement, mais ça ne neutralise pas en termes d'obligations les uns envers, bien entendu, les autres. Le quatrième élément est relatif à la vente avec clause de réserve de propriété. Donc, ici, on va nous dire que lorsque, là aussi, on vend avec une clause de réserve de propriété, ça veut donc dire que la propriété n'est pas transférée. Elle ne sera transférée que lorsque le dernier centime lié à la vente là est versé. Donc, pendant le temps du non-versement du dernier centime, donc le bien n'est pas votre propriété. Donc là aussi, on va se dire que ce bien-là, vous jouissez des avantages économiques liés à ce bien et vous ne pouvez pas avoir ce bien hors de votre patrimoine. Donc, on vous dirait de comptabiliser le bien dans votre patrimoine et de constater juste une dette à l'égard du fournisseur que vous allez procéder au paiement jusqu'à épuisement. Donc, c'est un peu ça, les différents postulats comptables qui influent sur les choix de traitement en comptabilité. Et en termes de convention comptable, on fait allusion à un certain nombre d'éléments qui guident les préparateurs des comptes dans l'évaluation et la présentation des différents éléments qui doivent figurer dans les états financiers. Et à ce niveau, on a aussi 5 conventions comptables
La première convention comptable, c'est la convention du coût historique. Donc, c'est une convention comptable qui va nous dire que si un bien est acquis, il doit être comptabilisé et maintenu en comptabilité au cours du jour de l'acquisition. Et tant qu'il n'y a pas une réévaluation dans les conditions admises par la loi, ce bien-là doit rester, bien entendu, en comptabilité à cette valeur-là. La deuxième convention, c'est la convention de la prudence. C'est donc de se dire qu'on ne va pas transférer à un exercice futur un risque qui est né et correctement évalué au cours de cet exercice. Donc, c'est en lien avec cette convention-là que nous passons les provisions. Donc, si en décembre, nous avons licencié un salarié qui allait se plaindre à l'inspection du travail, qui a eu raison et qu'on nous a déjà indiqué le montant et que notre avocat dit qu'on va perdre, on ne peut pas dire qu'on va attendre quand on va effectivement perdre, on va payer. Donc, ça veut donc dire qu'on a minoré nos charges. Et comme on a minoré nos charges, on aurait à payer, bien entendu, des dividendes qui seraient des dividendes fictifs. Parce que si on avait passé la charge, on aurait diminué le résultat et on aurait évité de verser des dividendes fictifs. Donc, on n'aurait pas transféré à l'exercice à venir un risque qui est né dans notre exercice pour lequel nous avons correctement évalué la valeur. La troisième convention, c'est la convention de la régularité et de la transparence. Donc, à ce niveau ici, la logique de la régularité et de la transparence, c'est la logique de la non-compensation. Ça veut donc dire qu'on va inscrire de façon distinctive les dettes et les créances, les produits et les charges. Il n'y aurait de compensation que lorsqu'il y a une convention qui est formellement établie entre les parties. Quand vous prenez les sociétés de téléphonie, vous voyez qu'il y a de la compensation qui peut se faire dans la mesure où, si vous utilisez un numéro tellement pour appeler sur Orange, vous allez voir que chaque fois que vous appelez, le coût va être différent de si vous avez appelé sur tellement, pour la simple raison qu'il y a une quote-part qui est reversée à Orange pour l'utilisation de ces installations dans le cadre de l'appel. Et donc, ces quotes-parts-là sont calculées régulièrement. Chaque société va faire la situation de ce que l'autre lui doit et bien entendu, on peut établir une convention formelle pour procéder à la compensation. Au lieu de dire que tu me dois 1,2 milliard, envoie-moi 1,2 milliard, moi je dois 800 millions, je vais te renvoyer tes 800 millions, on va directement compenser pour que vous nous versez 400 millions et puis c'est fini. Après, il y a l'intangibilité des bilans. Donc, l'intangibilité, c'est le bilan n'est pas élastique. Donc, du 31 décembre au 1er janvier, il n'y a pas de raison que le bilan puisse, bien entendu, évoluer. Le bilan va rester le même, à moins qu'il y ait eu, bien entendu, des corrections d'erreurs significatives dans les conditions prévues par le système comptable WADA. La dernière convention, c'est la convention de l'importance significative, qui revient à dire qu'ici, toute information qui est susceptible d'influencer le jugement que peuvent avoir les destinataires des états financiers doit être portée à leur connaissance. Donc, c'est ce principe, c'est cette convention-là qui sous-tend les notes annexes. Donc, c'est sur la base de cette convention qu'on va faire des notes annexes pour, bien entendu, informer les destinataires des états financiers de tout ce qui peut les aider à mieux cerner, à mieux comprendre, à mieux appréhender l'information comptable et financière. Donc, en lien avec ça, vous ne devez pas produire des états financiers pour lesquels vous ne commentez pas les tableaux. Vous voyez, quand vous avez des tableaux, on doit essayer de commenter pour donner une vue sur le contenu. Le tableau renvoie à quoi? Les données qui sont portent sur quoi? Qu'est-ce qui justifie les différentes variations observées? Qu'est-ce qui explique la non-variation? Toutes ces informations-là, on devrait pouvoir les donner. Donc, les différents éléments de convention, de postulat et d'hypothèse de base qui sont retenus dans le contexte du système comptable WADA, ce sont ces derniers-là. Donc, on avait déjà parlé des livres comptables. Et à la base, les données comptables, bien entendu, dans le contexte, doivent être conservées sur une période minimale de 10 ans. Par contre, si vous avez des immeubles, ou en tout cas des pièces d'acquisition d'immeubles, elles vont être conservées dans la durée de vie de l'immobilisation. C'est-à-dire que vous avez un immeuble, c'est pas parce qu'on a dit que c'est 10 ans que vous allez bien entendu détruire les pièces au bout de 12 ans, pendant que l'immeuble va être utilisé sur 20 ans ou 25 ans ou voire 30 ans. En comptabilité, quels sont les documents de base? Il est évident que la compta commence toujours par les pièces justificatives. Donc, on va collecter nos pièces justificatives. Lesquelles pièces justificatives vont être introduites dans un journal? Donc, le journal, c'est bien entendu le point d'entrée en comptabilité, dans la mesure où c'est à travers le journal qu'on va passer les différentes écritures. Après le journal, on aura un grand livre qui est un regroupement des comptes. Donc, pour chaque compte, on va renvoyer toutes les opérations qui ont influé sur son solde, de sorte à ce que, quand on prend le compte, on a tous les mouvements débiteurs irrélatifs, on a tous les mouvements créditeurs, on a le solde d'ouverture et on a le solde de clôture. À partir du grand livre, on va, pour chaque compte, extraire son solde, ce qui nous permet de constituer une balance. Et les balances peuvent être à 2 colonnes, à 4 colonnes, à 6 colonnes, etc. Donc là, on a des balances, une balance générale, et à côté de la balance générale, on peut avoir une balance auxiliaire qui permet, bien entendu, de fournir beaucoup plus de détails parce que vous ne devrez pas créer un plan comptable dans lequel, sur le plan comptable général, vous avez le compte 411 qui ressort 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois. Autant de fois que vous avez des clients, vous créez bien entendu le compte tiers 411 001, ainsi de suite, ainsi de suite. Normalement, on devrait avoir, au pire des cas, 2 comptes tiers parce qu'on peut aller dans le sens d'une approche analytique. Donc, vous dites que les clients locaux, les clients étrangers, donc je crée 2 comptes, mais on ne peut pas avoir des comptes
très détaillé au niveau du plan comptable général. Et à côté maintenant du compte principal 411, on va bien entendu créer les sous-comptes qui permettent d'avoir une vue sur spécifiquement les différents liens avec lesquels nous travaillons. Donc là, ce sont les éléments. À partir des balances produits, lesquels les états financiers sont composés, les états financiers sont établis sur la base de la balance. Donc, la balance permet, bien entendu, lorsqu'on a une vue sur le tableau de correspondance post-compte, de relier les différents éléments pour pouvoir dégager les différents soldes, bien entendu, en comptabilité. Quand je prends cet exemple-là, vous voyez là ici que d'un côté, vous avez un compte de résultat. Dans le compte de résultat, vous avez les produits d'exploitation, vous avez les charges d'exploitation. Lesquelles charges d'exploitation peuvent induire une dette fournisseur que je vais retrouver, bien entendu, au passif du bilan. Et dans le même ordre d'idée, si j'ai un résultat net, le résultat net là que j'ai ici, il va forcément ressortir au niveau du passif sur la ligne ou la rubrique résultat de l'exercice. Donc, il y a une relation étroite qui est établie entre les différents états, entre la balance et les différents états financiers et entre les états financiers eux-mêmes. Quand je prends un compte de résultat, il y a forcément une liaison entre le compte de résultat et puis le bilan. Et quand je prends le bilan comme le compte de résultat, il y a des liens entre ces différents états-là et puis les notes annexes. Donc, quand on parle de pièces justificatives, on a affaire, bien entendu, à des documents internes et à des documents externes. Et c'est des documents qui ont une valeur juridique. Il peut s'agir de factures, il peut s'agir de contrats, il peut s'agir de PV, il peut s'agir de reçus, il peut s'agir de quittances. Il peut s'agir aussi de calculs formalisés, agrémentés de documents à valeur juridique. Donc là, c'est des provisions qu'on a calculées ou bien c'est des éléments d'amortissement, etc. Donc, tout ce qu'on calcule, on calcule sous la base, bien entendu, d'un dispositif juridique. Il y a un cadre réglementaire qui nous impose de calculer, et donc on calcule en lien avec ce cadre réglementaire. Et là, on crée des journaux pour pouvoir rattacher les pièces en fonction de leur nature. Donc, on a des pièces qui vont aller dans le journal achat, journal banque, journal des opérations diverses, journal banque. Donc, pour chaque nature d'opération, on va créer un journal dans le système d'information comptable. Donc, dans les logiciels, on crée les journaux et dans le classement aussi, on va créer des journaux. Donc, ça permet bien entendu d'assurer la comptabilisation dans chaque journal de toutes les écritures qui s'y rapportent et d'assurer le classement aussi des pièces dans chaque journal pour toutes les opérations qui s'y rapportent. Donc là, les différentes opérations comptabilisées dans le journal vont se déverser de balance générale ou qu'il s'agisse bien entendu de balance. C'est qu'il y a une bonne cohérence entre les soldes de la balance générale et les soldes de la balance auxiliaire. Vous ne pouvez pas avoir une balance générale qui a un solde qui est différent. C'est-à-dire que vous avez le 401 qui a un solde différent de la balance auxiliaire liée au 401. Systématiquement, il faut qu'il y ait une égalité de solde à ce niveau. Donc, les opérations qu'on comptabilise, il y a les spécialistes qui, la caractéristique de l'équipe, on doit garantir que notre comptabilité a pris en compte toutes les opérations qui devraient l'être. Les opérations doivent aussi être prises en compte dans la bonne période. C'est-à-dire qu'une opération qui doit être comptabilisée en 2024, elle doit être comptabilisée en 2024. Vous ne pouvez pas laisser une opération en 2024 pour aller comptabiliser en 2025, bien entendu. Donc là, ça rejoint la nécessité de rattacher, donc le postulat de la spécialisation des exercices. L'opération doit aussi être imputée dans le bon compte. Donc, vous avez par exemple une opération d'achat que vous revenez comptabiliser dans le 604. Vous voyez que là, la comptabilisation n'est pas dans le bon compte. Il faut que forcément l'écriture soit comptabilisée dans le bon compte. Si c'est un élément qui doit être dans le compte 60, que ça puisse y être. Si c'est un élément qui doit être dans le compte 63, que ça puisse y être. Mais qu'on n'ait pas un élément qui aurait dû être un service extérieur qui se retrouve être un achat, parce que ça va influer sur les soldes intermédiaires de gestion. Donc, si on ne veut pas influer sur ces soldes-là pour les biaiser, il faut que les opérations soient inscrites, bien entendu, dans les bons comptes.
les opérations doivent concerner l'entreprise. Donc ça renvoie au principe du rattachement. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller prendre l'entreprise, la société Alpha, vous arrivez à envoyer des factures de la société Beta pour vouloir comptabiliser dans Alpha. Donc là, en ce moment, on n'a pas respecté ce dispositif lié au rattachement à l'exercice. L'autre dimension, c'est l'évaluation. Il est évident qu'en comptabilité, vous ne pouvez pas passer une écriture sur la base forfait, ce n'est pas possible. On va passer l'écriture sur la base, bien entendu, d'un élément. L'élément même qui précède une comptabilisation, c'est l'évaluation. Après, l'opération doit être réelle. Donc, on ne doit pas passer une écriture fictive. Donc, on va passer une écriture sur la base d'une opération qui a réellement existé. Si l'opération n'a pas existé, on ne peut pas passer une écriture. Après, on dit que l'opération doit être suffisamment explicitée. Dans les notes annexées, toutes les informations qui permettent aux destinataires de l'information comptable et financière d'en avoir autant ou en tout cas suffisamment d'informations, on va bien entendu porter à leur connaissance à travers les dites notes annexées. Maintenant, comment on traite les écritures en comptabilité? Quel est le schéma? Le schéma de base, nous savons tous que nous allons commencer par la réception et l'analyse des pièces comptables d'origine externe comme d'origine interne. Quand on est dans une comptabilité, on va réceptionner les pièces et on va les analyser. La réception, là, il y a des règles de base pour garantir la traçabilité de cette réception. On va toujours vous conseiller d'avoir un dispositif, une organisation qui garantit un point d'arrivée des différentes pièces. Ça, c'est un. Donc, ça peut être un secrétariat, ça peut être l'accueil, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est déjà un premier élément. Donc là, c'est un premier élément. C'est pour ça qu'on dit quand les pièces arrivent, les pièces vont arriver bien entendu soit à la guérite, vont arriver au secrétariat de direction. Et quand ça arrive à ce point d'entrée-là, on va stamper la pièce pour lui attribuer une date de valeur. Donc aujourd'hui, quand on stampe, c'est pour dire que cette pièce-là, tout de suite, elle est reçue à telle date et c'est à partir de cette date-là qu'on va envisager sa comptabilisation. Donc la réception doit forcément créer les conditions pour garantir une réception matérialisée. Donc à travers un registre de courrier arrivé, dans lequel on va noter que la pièce est arrivée à telle date, on va noter son numéro. Là, si la pièce se perd dans le circuit, facilement, on peut la retrouver. Deuxièmement, au niveau de la réception, c'est conseillé de sensibiliser les acteurs et les actrices qui sont à ce point d'entrée sensible-là. Vous avez des pièces qui arrivent pour lesquelles on ne les a pas sensibilisées, elles prennent la pièce ou ils prennent la pièce et après, la pièce n'est pas de qualité. Il y a des éléments qui manquent sur la pièce. Soit c'est un sticker qui manque ou dans certains cas, c'est un timbre qui manque ou dans certains cas, la pièce ne nous est même pas destinée ou dans certains cas, les informations obligatoires n'ont pas été portées sur la facture. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui peuvent manquer. Et on réceptionne la pièce. La pièce fait une semaine avant d'arriver en comptabilité. Et elle arrive en comptabilité, on la rejette. Vous voyez déjà le fournisseur qui revient pour prendre sa facture, il est déjà remonté contre l'entité pour la simple raison qu'on lui a fait perdre du temps et que finalement, on a rejeté sa facture. Vous voyez? Alors que si déjà au point d'entrée, avant même de réceptionner, on a expliqué aux acteurs qui s'en occupent les principes, les éléments qui font la réception. Si toutes les conditions ne sont pas réunies, on va rejeter la facture ou on va rejeter le document. Quand les gens arrivent, on fait cette vérification. Si ce n'est pas le cas, on rejette et la personne ne repart corriger et puis elle revient. Donc ça, c'est déjà pour la réception. Après la réception, il est question d'analyser au niveau même de la comptabilité les différentes pièces. Et l'analyse va s'appuyer sur la question de la validité, de l'exactitude, de l'existence du titre et de l'appartenance. Donc ici, on avait déjà vu une partie de ces aspects-là au niveau de l'épicerie. C'est encore la même logique là qu'on va revoir ici. On va aussi voir est-ce qu'il y a un sticker conformément aux dispositions fiscales. Est-ce qu'il y a un sticker? Si c'est un sticker, est-ce que le sticker appartient à l'entreprise? Donc il faut prendre votre téléphone, vous activez l'appareil photo, vous avez la connexion Internet, vous flashez sur le sticker, ça vous envoie sur le système de QR code des impôts et ça vous permet de vérifier qu'effectivement c'est cette entreprise. C'est elle qui a effectivement fait la facture. Elle relève de quel régime d'imposition? Est-ce qu'elle peut vous facturer la TVA ou est-ce qu'elle ne peut pas facturer la TVA? Vous arrivez bien entendu à faire cette vérification-là. Avant le sticker, le numéro IFI lui-même pouvait être vérifié dans le système des impôts. Donc, quand on tape www.impôts.gouv.bf, vérifier le numéro IFI, vous pouvez vérifier pour voir est-ce que l'entreprise a un numéro IFI qui est valide. Parce que les gens prennent souvent les numéros IFI d'autres entités pour vous facturer. Les gens prennent les numéros IFI qui sont désactivés pour vous facturer. Et après, la déductibilité de la TVA souvent pose problème.
la dureté de la charge même, elle aussi souvent pose problème avec les acteurs fiscaux. Il y a l'existence physique même de l'entreprise. Parfois, l'entreprise n'existe même pas ou c'est une entreprise fictive avec laquelle vous faites affaire et après, ça pose d'autres problèmes. Donc, il faut, pour éviter d'être associé à certaines opérations, que lors des vérifications, qu'on puisse s'assurer que l'entreprise existe physiquement. Et quand on dit physiquement, bon, il y a des entreprises qui sont dans les sacs, ce n'est pas pour autant qu'elles n'existent pas, mais on sait qu'elles existent en droit et que c'est bien entendu admis. L'autre élément en lien avec la facture normalisée, on va s'assurer qu'au niveau du droit, tous les éléments nécessaires là ont été inscrits. Donc, on a la dénomination sociale, l'entité, l'adresse géographique, le IFU, le registre de commerce, le numéro de téléphone, le régime d'imposition, la division fiscale. Toutes ces informations-là doivent être au niveau du droit. Donc, si on facture à Fidali, toutes ces informations de Fidali là, doivent y être. Après, il est question du classement des pièces comptables. Le classement des pièces comptables, là, ici, on essaie d'organiser le classement d'une facture. Ce qui est conseillé, c'est de faire une copie et de classer l'original là dans soit une chemise à sangle ou une chemise en attente de paiement ou en attente de recouvrement. De sorte à ce qu'on puisse déjà engager l'opération dans la comptabilité en attendant de pouvoir payer la facture et donc d'acquitter sur la facture originale. Donc, le classement des pièces, si c'est des pièces d'achat, quand on les reçoit, on fait une copie, on envoie au comptable fournisseur qui va passer déjà l'écriture d'achat, pendant que l'original est classé dans une chemise à sangle pour les instances de paiement. C'est aussi une facture de vente, c'est la même chose. Permanent des immobilisations, de sorte à ce que dans l'immobilisation qui est distinct du chrono achat, les acquisitions d'immobilisation, leurs pièces comptables sont déjà dans les achats, mais on va créer le double pour les avoir dans le chrono dédié aux immobilisations, de sorte à ce que, à toute date, quand on fait un inventaire qu'on veut valoriser, qu'on n'est pas reparti dans les chronos pour fouiller. L'immobilisation a une durée de vie de 5 ans ou de 10 ans. Après, la pièce comptable d'acquisition qui est dans le chrono achat a disparu même, est répartie aux archives et on ne se retrouve pas dans la recherche. Donc, ça devient difficile de pouvoir valoriser. Par contre, si on a organisé de sorte à ce qu'on ait un chrono dédié aux immobilisations, c'est plus facile. Après, on va procéder à l'imputation. Puisqu'on a analysé, on a réceptionné, on a analysé, on a classé, on va procéder à l'imputation. Et nous savons tous qu'il y a 3 méthodes d'imputation. Soit vous faites une imputation sur fiche, donc là, vous avez une fiche d'imputation, ou bien vous avez un cachet d'imputation, vous stampez et vous mettez les comptes à débiter, les comptes à créditer, ou bien vous faites une imputation sur pièce, donc là, vous inscrivez à l'encre indélébile sur la pièce les différentes imputations nécessaires. Ce qui est conseillé, c'est d'utiliser les fiches d'imputation. De sorte à ce que s'il y a une erreur, il suffit seulement de détruire la fiche et puis de reprendre une autre fiche et puis de tout rejouer. Il y a la revue et la validation des imputations comptables. Donc, côté revue, validation des imputations comptables, il est question ici que toutes les imputations qui ont été faites soient revues par un supérieur hiérarchique. Pour s'assurer qu'on a utilisé le bon compte, que c'est dans le bon journal, que c'est à la bonne période. Tous ces éléments-là, c'est des éléments de vérification que nous devons bien entendu travailler à faire. Les clôtures. En termes d'analyse, on va vérifier est-ce qu'il y a une cohérence entre la balance générale et la balance tiers. On va vérifier que les soldes des comptes qui devaient être débiteurs, c'est-à-dire qu'un compte client qui se retrouve être créditeur, c'est que ce n'est pas bon. Un compte fournisseur qui se retrouve être débiteur, c'est que ce n'est pas bon. On va vérifier la tendance des soldes pour s'assurer que la logique des soldes est bonne. On va aussi vérifier que ces soldes-là sont justifiés parce qu'on peut se tromper, passer un règlement ou un paiement dans le mauvais compte et ça influe sur 2 soldes en fait. Donc, systématiquement, ces vérifications sont nécessaires et doivent être régulièrement faites. Donc, avant de clôturer à la fin de chaque mois, on devrait bien entendu procéder à ces différentes vérifications-là de cohérence des soldes à tous les niveaux et de logique de solde pour ce qui concerne les comptes tiers. Après, on va parler de la clôture. Dans les environnements très organisés, la clôture se fait mensuellement. Donc, avant de faire une clôture mensuelle, on va procéder à une sécularisation, à une analyse documentée des soldes tiers. Donc, on va envoyer des mails aux différents clients, aux différents fournisseurs pour que chacun puisse confirmer son solde. On va vérifier ces soldes-là, la cohérence avec la comptabilité, les éventuels flottements, les éventuels biais. On va demander aux tiers de pouvoir nous aider à expliquer pourquoi il y a une différence de solde à quelque niveau que ce soit. On va procéder à un inventaire physique, déjà des espèces, on va les inventorier. On va inventorier les immobilisations si c'est en fin de période. Ça nous permet bien entendu de garantir que nos données comptables, bien entendu, sont fiables. Ici, il y a des traitements spécifiques parce que certaines clôtures doivent aboutir à la production d'états intermédiaires. Si vous clôturez pour produire des comptes intermédiaires, vous pouvez procéder, bien entendu, au rattachement charge-produit comme si on était en fin de période. Vous pouvez aussi procéder à des comptabilisations de dotation aux amortissements comme si on était en fin de période parce que vous voulez avoir une performance intermédiaire. Soit une performance mensuelle, une performance trimestrielle ou une performance semestrielle. Après, la clôture, on va verrouiller le système de sorte à ce que personne ne puisse revenir à l'intérieur pour faire des modifications.
Donc, c'est de ça qu'il sera question lorsqu'il s'agit de traiter les différentes informations comptables et financières. Et en termes de statut, une organisation comptable de qualité, c'est une organisation dans laquelle on a un manuel de procédure, on a un bon plan comptable, on a structuré nos journaux, on a un système d'archivage des pièces et des documents comptables qui est bien organisé. Vous avez des chronos, vous avez des box. Pour les chronos, il y a deux pratiques. Soit vous utilisez des schémas de couleurs. On dit pour les chronos de cette année, tous les chronos seront en rouge, les chronos de N-1 en bleu, les chronos de N-2 en vert. Donc là, ça permet, quand on rentre dans l'espace, on sait systématiquement qu'est-ce qui est chrono de cette année, qu'est-ce qui est chrono de l'année passée. Et quand, après 3 ans, les différentes pièces comptables doivent aller dans des box. Donc, on les envoie dans des box. Ça permet bien entendu de libérer de l'espace au niveau du cadre comptable et ça permet d'envoyer les pièces au niveau des cadres d'archivage. Il faut aussi travailler à avoir un logiciel adapté, donc lequel logiciel permet de faciliter le traitement de l'information comptable et financière. Il faut avoir un système de sauvegarde régulière des informations comptables et financières. Vous ne pouvez pas tenir une comptabilité et vous n'avez pas de sauvegarde. Et la sauvegarde se fait comment? Même si vous avez un petit logiciel Sage ou Ciel ou je n'en sais quoi dans votre micro-ordinateur, il faut qu'on ait un disque dur, il faut qu'on ait des clés USB pour avoir des sauvegardes sur périmètre. Donc, je copie régulièrement tout ce que j'ai comme données. Les données comptables qui sont dans mon ordinateur, je les copie, je mets sur un disque dur, je garde dans le bureau. Je mets, ça c'est chaque semaine. Et au moins une fois le mois, je vais faire une sauvegarde hors site. Donc, je vais copier les pièces, les données, et je vais les envoyer à la maison ou en tout cas dans un espace plus adapté pour que si le site de l'entreprise a pris feu ou a été cambriolé, qu'importe ce qui est arrivé, j'ai une sauvegarde qui peut me permettre de reprendre mon information comptable financière où je m'étais arrêté. Ou bien si je perds mon ordinateur, parfois les gens perdent leurs ordinateurs, ils ont perdu toute la comptabilité, il faut reprendre. Et pour éviter ça, la sauvegarde la joue un rôle important dans le cadre de l'organisation comptable. Après, il y a les systèmes de contrôle, de gestion et d'administration qu'il faut créer les conditions pour mettre en place. Aujourd'hui, quand on a une comptabilité, du mieux qu'on peut, il faut qu'il y ait une revue systématique et périodique. Il faut aussi qu'il y ait un auditeur interne qui intervienne. Il faut que si on a rempli les conditions pour désigner un commissaire au compte, il faut en désigner, il faut le permettre bien entendu d'intervenir sur le périmètre pour aider à fiabiliser l'information comptable et financière. Parce que nous ne sommes pas à l'abri du risque d'erreur. C'est humain, on peut faire des erreurs. Et il faut garantir que les ressources humaines qui sont mobilisées pour la tenue de la comptabilité soient des ressources humaines de qualité, que ce soit des acteurs qui soient à la hauteur. Parce que si vous avez une comptabilité d'un environnement qui pèse 1 milliard, 2 milliards ou 3 milliards, et vous voulez recruter un comptable niveau BEP, bon, je ne dis pas qu'ils ne sont pas compétents, mais généralement, les problématiques qui sont traitées peuvent être si complexes que la compétence des acteurs qui en ont la charge là n'est pas à la hauteur de ce qui est attendu. Et finalement, il y a beaucoup de biais, il y a beaucoup de flottements, il y a beaucoup d'erreurs qui sont au niveau de la comptabilité. Mon prince charmant. Donc, au niveau de la comptabilité en termes d'outils, bien entendu, on avait déjà parlé du registre de courrier. Ça, c'est un élément qui est important, qui permet de tracer toutes les pièces qui rentrent dans le périmètre comptable, que ce soit des pièces d'origine interne ou des pièces d'origine externe. Après, il y a la question du brouillard de caisse. Donc, si on jette la caisse dépense, il faut systématiquement qu'il y ait un brouillard de caisse qui permette, bien entendu, de garantir qu'on ait les différentes pièces de façon séquentielle. Il y a des systèmes de codification aussi qu'on peut mettre en place qui permettent de garantir que les pièces suivent une certaine chronologie et qu'on arrive à se retrouver dans le cadre de cette chronologie-là. Donc, le tracé d'un brouillard, bien entendu, on peut avoir un brouillard physique ou un brouillard électronique. Si on a un brouillard électronique, on va bien entendu faire le tracé. Ça permet bien entendu de répertorier tous les mouvements au niveau de la caisse. Après, il y a le dossier du personnel. Ça veut dire que si nous gérons du personnel, il est évident que ce qui nous permet, bien entendu, de documenter les salaires, c'est qu'on puisse avoir des registres et des bulletins de paie. Donc, ces différents registres et bulletins de paie qu'on a, on peut avoir un tracé qui permet, bien entendu, de servir de support de base à la comptabilisation des opérations de paie. Et à côté de ça, pour pouvoir justifier le nombre de personnes à charge et sécuriser notre périmètre, il est important de tenir ou en tout cas de constituer un dossier individuel du personnel. Quel dossier individuel du personnel est constitué d'un dossier état civil, d'un dossier paye, d'un dossier recrutement, d'un dossier congé et absence, d'un dossier compétences, carrière, évaluation, distinction, sanction, cessation de trucs, cessation de fonction, accident, maladie professionnelle, CNSS, événements divers, etc. Donc ce dossier-là, il nous aide parce que après, il se peut qu'on ait un problème avec l'argent ou bien même qu'il y ait une enquête qui soit engagée à l'encontre de l'argent.
le point de base de cette enquête-là peut être notre entreprise. Et si on n'a aucun fonds de dossier, on peut structurer avoir, bien entendu, des problèmes. Donc, dans notre organisation comptable, il faut qu'on crée les conditions pour avoir les bases d'informations liées à chaque acteur. Donc, en termes d'organisation comptable, c'est essentiellement ça qu'on peut noter. Il est important que nous connaissons tous le 30 décembre, qui est la date de clôture de l'exercice, qui est sous le contrôle de la direction générale, le 30 avril, qui est une date d'arrêté des comptes et du dépôt des états financiers. Vous avez le 30 juin, qui est une date maximale pour l'approbation des comptes par l'Assemblée générale ordinaire. Le 30 septembre, qui est la date maximale pour la mise en distribution des dividendes. Et puis le 30 octobre, qui est la date de publication des comptes au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions normatives et réglementaires. Donc, pour clôturer les comptes, la première étape qu'on conseille, c'est élaborer un plan d'action. Donc, le plan d'action permet de savoir qui doit faire quoi, quand, comment, avec quel timing, avec quelles ressources, qu'est-ce qui est attendu comme livrable, qui contrôle le livrable, qui approuve le livrable. Quand on a le plan d'action, il faut organiser une réunion de cadrage avec toutes les parties prenantes. Donc, je suis la comptabilité, mais il est évident qu'il y a les acteurs de la logistique, il y a les acteurs des approvisionnements, il y a la direction de la production. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans le processus qu'il faut que j'associe dans la conduite des travaux d'inventaire. Si je ne les associe pas, à un moment, je vais être guidé, je vais me bloquer, je vais me planter pour la simple raison que, en temps, je vais faire les inventaires, ils ne sont pas disponibles. Les acteurs qui travaillent doivent être associés à ces inventaires. Ils sont en mission et là, bien entendu, ça fragilise la conduite du processus et ça nous crée beaucoup plus de problèmes qu'on aurait bien entendu pu éviter. Et lorsqu'on a fait le plan d'action à l'intérieur, il y a bien entendu un inventaire qui doit être fait, lequel inventaire concerne les immobilisations, les stocks et les espèces. Et pour bien conduire les inventaires, il est conseillé d'élaborer des instructions d'inventaire. Les manuels de procédure ne rendent pas forcément compte de toutes les dimensions qu'on aurait pu avoir dans des instructions d'inventaire, parce que les instructions d'inventaire vont nous permettre d'avoir une vue sur le type de stock qui doit être inventorié, la technique d'inventaire qui a été retenue. Est-ce qu'on a un double comptage, un comptage contradictoire, un inventaire de confirmation, ou bien est-ce qu'on a affaire à un inventaire à blanc? Donc, tous ces éléments-là vont être décrits. Quelle est l'équipe, quel est le timing, quelles sont les ressources à mobiliser. Il faut forcément qu'on puisse avoir, bien entendu, des instructions d'inventaire. Quand on a des instructions et qu'on a construit les équipes, on peut procéder à la sensibilisation de ces équipes-là, donc à leur formation. Et après, on procédera à la prise d'inventaire physique. Après laquelle prise d'inventaire physique, il se peut que le dossier individuel des immobilisations ne soit pas à jour. On va travailler à faire la mise à jour, laquelle mise à jour reviendrait à rechercher les pièces justificatives des nouvelles acquisitions pour mettre à jour les différents chronos dédiés aux immobilisations. On va aussi procéder à un rapprochement entre les données théoriques et les données issues des inventaires pour pouvoir dégager éventuellement les écarts, travailler à expliquer les écarts pour, bien entendu, orienter sur le traitement comptable qui devrait permettre d'aligner les réalités théoriques aux réalités terrain. Et si on a conduit un processus d'inventaire, il faudra forcément élaborer un rapport d'inventaire et puis un PV d'inventaire. En dehors de l'inventaire physique, il faut circulariser les différents tiers. Donc, on va circulariser les tiers, les banques, les avocats, les conseils, laquelle circularisation permet de recevoir un centre de confirmation qui conforte l'information comptable et financière. Donc, le fournisseur qui nous rend compte du montant que nous devons, ça permet de conforter le solde que nous avons. Le client qui nous rend compte, ça permet aussi de valider le solde que nous avons. L'avocat qui nous dit qu'il n'y a pas de procès en cours, ça permet de conforter les différentes données que nous avons en comptabilité. Le conseil fiscal qui nous dit qu'il n'y a pas de risque fiscal, ça permet de conforter, ou qui nous dit qu'on est exposé à telle dimension fiscale, ça permet d'envisager éventuellement des questions de provisionnement, etc. On va élaborer les rapprochements bancaires, lesquels rapprochements bancaires devraient, si éventuellement il y a des suspens et que les suspens bancaires sont de plus de 3 mois, on va considérer que c'est des suspens anormaux et les suspens anormaux doivent faire l'objet de documentation. Documenter un suspens anormal revient à mobiliser toute la paperasse qui justifie le suspens. Admettons que vous avez un mouvement sur le compte bancaire pour lequel vous n'avez aucune vue et qu'il se trouve que c'est la banque qui a fait une erreur, ça peut arriver. Ou bien vous avez émis un chèque, la personne a touché son chèque, mais le chèque n'est jamais passé sur votre compte. Donc vous, sur le relevé bancaire, l'opération n'est jamais passée, alors qu'en comptabilité, l'opération y existe. Donc je vais récupérer toutes les preuves avec le bénéficiaire du chèque, donc le fournisseur. Je vais écrire à la banque pour l'informer que j'ai un problème parce que j'ai émis un chèque, le bénéficiaire a touché son argent, mais je n'ai pas vu l'opération sur mon compte. Donc le banquier va me répondre et ça, c'est la documentation. S'il ne m'a pas encore répondu, j'ai déjà constitué un premier niveau de la documentation parce que j'ai fait mon travail. Je peux encore relancer régulièrement pour garantir que je puisse obtenir la réponse qui permet de bien documenter, bien entendu, le suspens jusqu'à ce que le suspens puisse être apuré. Après, il faut constituer un dossier physique du processus. Donc, tout ce qui est produit dans le cadre de l'inventaire, là, on devrait bien entendu les regrouper
pour pouvoir avoir les éléments qui justifient que tout ce qui devrait être fait l'a été. Plus loin, on va devoir faire des recoupements et des analyses au plan fiscal pour s'assurer qu'il y a une bonne cohérence entre les données comptables et les éléments de déclaration. Donc, j'ai les TVA que j'ai dû déduire, j'ai les TVA que j'ai récupérés. Est-ce que ça correspond à ce que j'ai sur des factures? Est-ce que ça correspond à ce que j'ai dans la comptabilité? Je vais faire cette vérification. Est-ce que ça correspond à ce que j'ai sur les différents éléments de déclaration? J'ai les TVA que j'ai facturés, les TVA que j'ai comptabilisés, les TVA qui sont sur les factures. Je vais faire un pointage pour m'assurer qu'il y a une bonne cohérence entre ces différents éléments-là. Je vais même aller jusqu'à voir est-ce que sur le relevé bancaire, les mouvements créditeurs de mon compte bancaire-là, est-ce qu'il y a une cohérence approximative avec la situation que j'ai en comptabilité en termes de chiffre d'affaires? Parce que si vous avez encaissé en tout, vous avez, sur votre relevé bancaire, vous avez encaissé 20 milliards, alors qu'en comptabilité, vous mettez un chiffre d'affaires de 6 milliards. Bon, l'écart là est gros, ça fait 14 milliards. Qu'est-ce qui justifie ça? Est-ce qu'il y a eu des dépôts? Est-ce qu'il y a eu des crédits qui ont été débloqués, ainsi de suite? Mais il va falloir que nous, en comptabilité, on arrive à comprendre pour justifier éventuellement s'il y a un contrôle. Après, on va encore faire des recoupements au niveau des UTS, CNSS et TPA, dans le sens de voir est-ce que les registres de paye, les montants qui y figurent, par rapport à ce qu'on a comptabilisé, par rapport à ce qu'on a déclaré en UTS, TPA, par rapport à ce qu'on a déclaré à la CNSS, est-ce qu'il y a une cohérence? Il y a un salaire brut sur tous ces niveaux-là. Est-ce que ces salaires bruts-là sont cohérents? Il y a un montant des UTS, TPA, CNSS. Est-ce que ces montants sont cohérents? On va vérifier la cohérence entre la comptabilité et tous ces supports externes-là pour pouvoir, bien entendu, mitiguer le risque fiscal. Les retenues et les prélèvements. Les retenues à la source sur les sommes versées aux prestataires établis conformément aux dispositions de l'article 206 et suivant. On va regarder, est-ce que quand je regarde le compte 604 et que je regarde le compte 62, le compte 63, est-ce que je me retrouve avec un niveau de retenue opérée, reversée, qui correspond à ce qui devrait l'être? Est-ce que quand je prends le grand livre, est-ce qu'il n'y a pas des opérations qui devraient faire l'objet de retenue pour lesquelles je n'ai pas fait les retenues? Donc, je vais faire ce pointage-là pour pouvoir identifier éventuellement les différents flottements, les différents biais. Donc, tout ce qu'il y a comme analyse et recoupement que je devrais faire au niveau de la fiscalité, il faudra bien entendu que je puisse le faire. Après, je vais faire un test d'exhaustivité. La dynamique du test d'exhaustivité, c'est bien entendu pour qu'on puisse s'assurer que toutes les pièces comptables ont été retranscrites en comptabilité. Donc, je peux m'appuyer sur le registre de courrier arrivé pour voir est-ce qu'à travers le registre, je n'ai pas des factures qui ne sont pas prises en compte en comptabilité. Je pointe le registre de courrier arrivé avec le grand livre. Ça me permet d'identifier éventuellement des factures qui ne sont pas comptabilisées. Et c'est à travers ce pointage même qu'on va identifier les opérations postérieures à la clôture de l'exercice. Je vais aussi pointer le brouillard de caisse avec, bien entendu, la comptabilité pour voir la cohérence. Comme j'ai fait un rapprochement bancaire, je serai certain qu'il y a une cohérence entre le relevé bancaire et puis la comptabilité. Je vais aussi voir les abonnements de charges ou les factures récurrentes. J'ai un compteur d'eau, je dois avoir 12 factures. J'ai un compteur d'électricité, je dois avoir 12 factures. J'ai une facture Onatel qui vient chaque fois, je dois en avoir 12. Donc, il faut que je regarde est-ce que exhaustivement, tout ce qui est là, tout ce qui devrait être là est là. Donc, ce qui manque, ça va me permettre de voir qu'en fait, j'ai comptabilisé 11 factures d'eau. Donc, il y a une facture qui manque, je vais la rechercher pour venir la comptabiliser. Si j'ai des logiciels qui sont interfacés, j'ai un logiciel de facturation qui permet de générer les factures, je vais aller dans ce logiciel faire une extraction des données de facturation pour comparer à mon grand livre de vente, pour voir qu'il y a une cohérence. Si j'ai des données liées à la paye, dans un logiciel de paye, j'ai aussi fait le mapping. Si j'ai des données qui sont liées aux immobilisations dans un module IMO, je vais faire le mapping. Donc, les modules dédiés, il va falloir que je fasse une comparaison, un test de cohérence pour m'assurer que c'est exhaustif, bien entendu, tout ce qui devrait être dans ma comptabilité. Après, je vais échanger avec certains spécialistes, comme les services d'approvisionnement, pour voir est-ce qu'on n'a pas eu des livraisons pour lesquelles on n'a pas encore reçu les factures, ou est-ce qu'on n'a pas des commandes qui sont en instance ou qui sont partielles. Toutes ces informations-là me permettent de faire les traitements ou les retraitements qui sont nécessaires. Après, pour la prise en compte des risques et les dépréciations, je vais établir mon tableau d'amortissement, m'assurer qu'il y a une cohérence entre les immobilisations qui y sont et les immobilisations qui sont dans ma comptabilité, les immobilisations qui sont dans le module IMO. Je vais calculer les amortissements en m'assurant qu'il n'y a pas des biens qui se retrouvent à avoir une DCN négative, donc qui sont surdotés, parce qu'avec les fichiers Excel, là, parfois, on se retrouve à faire ces erreurs-là. Et dès que j'ai pu établir le tableau des amortissements, je vais imprimer pour qu'il doit signe afin que je puisse faire la fiche d'imputation pour passer l'écriture liée aux dotations. On va travailler aussi avec toutes les parties prenantes à voir est-ce qu'il n'y a pas de dotations, il n'y a pas des risques pour lesquels des provisions devraient être constituées pour pouvoir correctement les évaluer et les retranscrire dans la comptabilité. Donc, dès lors qu'on fait tout ça, ça nous permet, parce qu'avant de le faire, on avait une balance avant inventaire. Donc, quand on le fait, on va avoir une balance après inventaire qui n'est rien d'autre que les comptes. Donc, la balance avant inventaire plus toutes les régularisations que nous avons faites. Et donc, dès qu'on arrive à les avoir, ça nous permet, bien entendu, si on a un logiciel qui est adapté,
sur la base de la balance après inventaire, de procéder à la génération de nos états financiers. Et si on génère nos états financiers, c'est toujours bon de faire une analyse, une micro-analyse de la situation de l'entreprise au plan patrimonial comme au plan performance, laquelle analyse d'ailleurs est répercutée dans le rapport de gestion qui sera transmis au conseil d'administration et qui sera plus tard transformé dans le rapport d'activité qui sera transmis au conseil d'administration qui sera après transformé en rapport de gestion. En dehors de tout ça, il est évident qu'il faut créer les conditions pour réussir le pari de la relation avec le commissaire aux comptes. Donc à ce niveau, c'est de travailler à l'associer premièrement aux travaux d'inventaire, donc la prise d'inventaire physique des immobilisations, des stocks, des espèces. Il faut associer le commissaire aux comptes et à temps, donc il faut l'inviter à temps. C'est de travailler à circulariser et à faire en sorte que les réponses aux circularisations parviennent au commissaire aux comptes. C'est aussi de travailler à finir tôt les travaux pour produire déjà des comptes provisoires autour du 15 février au plus tard, afin de le faire intervenir pour vous donner le temps et la peine de corriger éventuellement les biais qu'il aurait relevés afin que les comptes ne soient pas certifiés avec réserve. Généralement, les gens ne s'y prennent pas tôt. C'est finalement vers fin mars, début avril qu'on finit et qu'on invite le commissaire aux comptes. Il y a un gros désordre, il faut certifier parce que il faut produire des rapports adressés au conseil d'administration. Et bien entendu, tout le monde est sous pression, on fait encore d'autres erreurs, ainsi de suite. Et tout ça est dû au fait qu'on ne s'y est pas véritablement pris tôt. Donc, si on est bien organisé et qu'on fait des clôtures périodiques et qu'on associe bien entendu les acteurs de contrôle, il est peu probable qu'on ne produise pas des états financiers qui soient d'un niveau de fiabilité acceptable. J'ai été long, je m'arrête là et je vous laisse la parole pour ceux qui auraient des questions sur le contrôle, bien entendu, de Mademoiselle Sanogo, modératrice du présent webinaire. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, expert Savadogo, pour cette présentation riche et très instructive, on dira. Nous allons, sans plus tarder, ouvrir, bien sûr, la session de questions-réponses. Vous pouvez lever la main pour prendre la parole ou vous pouvez aussi envoyer vos questions par message. Monsieur Cédric Savadogo, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup pour ce webinaire. À chaque webinaire, nous sortons toujours enrichis. Ma question est la suivante. Pour une entreprise nouvellement créée, quelles sont les étapes clés pour mettre en place une procédure de contrôle interne? Bon, la question n'est pas trop liée au thème, mais bon, on va essayer de vous donner des orientations. Je pense que ce thème-là était plus lié au précédent webinaire. La mise en place du contrôle interne. Il faut d'abord qu'on définisse ce que c'est que le contrôle interne, parce que le contrôle interne, il est quasiment présent dans toutes les dimensions de l'entité. Quand vous parlez de contrôle interne, on revient ici à faire voir un dispositif qui est mis en place, parce que ce n'est pas une fonction, c'est un dispositif qui est mis en place et surveillé par le conseil d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel, et qui vise 5 objectifs majeurs. Donc, le premier objectif, c'est la fiabilité de l'information financière. Le deuxième objectif, ça peut être la sauvegarde du patrimoine. Troisième objectif, respect des lois et des règlements. Quatrième objectif, atteinte et évaluation des objectifs de performance. Cinquième objectif, respect des directives de la hiérarchie. Donc, quand on dit de mettre en place un contrôle interne, ça revient à mettre en place l'ensemble des composants d'un contrôle interne. Et si on regarde le COSE 1 a structuré le contrôle interne autour de 5 composantes majeures. La première composante, c'est l'environnement. Donc, il faut avoir un environnement interne qui est favorable à la maîtrise des risques. Lequel environnement intègre un organigramme qui est formel, une précision des pouvoirs, des responsabilités de toutes les parties prenantes. Donc, il faut qu'il y ait des contrats d'objectifs, il faut qu'il y ait des fiches de poste, des procédures formalisées, la mobilisation du personnel en termes d'éthique. Il faut qu'il y ait des compétences, il faut qu'il y ait le pilotage. Donc, ça, c'est les différentes dimensions qu'on peut mettre dans le registre de la première composante. La deuxième dimension qu'on peut, du moins la deuxième composante, c'est l'évaluation des risques. Donc, l'évaluation des risques, c'est de dire que lorsqu'on veut mettre en place un contrôle interne, il faut qu'on ait une. Après qu'on ait. C'est les activités de contrôle. Donc, dès lors qu'on a une vue sur les principales expositions, on va travailler à mettre en place des activités de contrôle. Donc, c'est les contrôles manuels, c'est les contrôles automatisés, c'est les contrôles de premier niveau, des contrôles de deuxième niveau et des contrôles de troisième niveau. Donc, tous ces contrôles-là permettent bien entendu de solidifier le dispositif de contrôle interne dans la mesure où on pourrait, à travers ces contrôles, non seulement mitiguer le risque, mais aussi identifier les points sur lesquels des améliorations sont nécessaires et possibles et formuler des recommandations
pour cette fin. La quatrième composante, c'est l'information et la communication. Donc, on va travailler à définir des règles de base en matière d'information. On va aussi travailler à ce que le système d'information de gestion soit proportionnel aux enjeux. Vous ne pouvez pas utiliser un logiciel C100 pour aller tenir la comptabilité de la Sonabel ou la comptabilité de l'ONEA. Le logiciel sera trop faible par rapport au contexte. La dernière composante, c'est bien entendu le pilotage. Donc, le pilotage revient bien entendu à évaluer régulièrement le dispositif qui a été mis en place pour identifier les points sur lesquels les améliorations sont possibles et nécessaires et travailler bien entendu à créer les conditions pour que ces améliorations puissent voir le jour. Donc, c'est de ça qu'il est question quand on parle de la mise en place d'un contrôle interne. Donc, quand on a une entreprise nouvellement créée, on va travailler à avoir un organigramme, on va travailler à avoir des fiches de poste, des contrats d'objectifs, on va travailler à recruter du personnel compétent, on va travailler à avoir du matériel adapté, on va travailler à mobiliser le personnel en termes d'éthique, on va travailler à avoir des procédures formelles qui couvrent et qui encadrent tout ce qu'il y a comme périmètre. Et deuxièmement, dès qu'on a la possibilité, les moyens, qu'on a le dépositaire, on va travailler à élaborer une cartographie des risques. On va travailler à sensibiliser le personnel pour que les contrôles de premier niveau, donc les autocontrôles fonctionnent, les contrôles hiérarchiques fonctionnent. On va avoir un auditeur interne ou un contrôleur interne, on va avoir un auditeur externe et d'autres corps de contrôle pour que le dispositif de contrôle soit efficace. On va avoir les logiciels qui soient adaptés et on va bien entendu évaluer régulièrement ce qu'on a mis en place comme dispositif pour identifier les pans sur lesquels des améliorations sont possibles et œuvrer à les améliorer. Donc, c'est ce que je peux dire en guise de réponse à votre question. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Merci. Monsieur Savadogo, vous êtes là? Oui, je suis là, Monsieur je suis là. Cédric Savadogo. Monsieur Savadogo. Oui, je suis là. Oui, je suis satisfait de la réponse. Merci. OK. Nous avons Monsieur Clément Cora. Vous avez la parole si vous êtes là. Monsieur Cora, vous êtes là? Nous allons passer à Monsieur Suleiman en attendant, Monsieur Suleiman Namutougou, en attendant que Monsieur Cora nous revienne. Apparemment, Monsieur Suleiman n'est pas avec nous. Madame Ouedraogo Sylvia, vous êtes là? Merci beaucoup. Alors, Monsieur Issa Kéré, vous êtes là? Allô, Monsieur Cora est là. OK. Monsieur Cora, si vous êtes là, vous avez la parole. Bonsoir, merci pour la parole. Merci, Asper, pour votre présentation. Je m'excuse déjà parce que j'ai levé ma main, mais j'ai eu un problème de micro. Alors, ma question est relative au problème de sticker. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. D'accord. Alors, je suis une société qui a reçu une facture de son fournisseur. Alors, maintenant, en cas de contrôle, il s'avère que le sticker, bon, ou du moins c'est la société, le sticker qui a été mis n'est pas au nom de la société, ou bien le numéro IFI ne fonctionne plus. Quelle est ma responsabilité en tant que société? Allô? Vous m'avez entendu? Oui, Monsieur Savadogo, Lâche-le. vous êtes là? Je pense à cette question-là, j'ai expliqué, vous, à la réception de la facture. Oui. J'expliquais que votre responsabilité est grande. Maintenant, c'est à vous de. Les impôts, à première vue, considéreront que la facture n'est pas admissible. Et elle de déductibilité, si elle est récupérable. Maintenant, c'est à vous de vous mettre contre Est-ce votre que vous entendez, fournisseur. Monsieur Et Savadogo? d'ailleurs, pour ça, j'ai expliqué dans le contrôle des Donc, factures lors des réceptions. ça Vous devez casse un peu là. Expert Savadogo, nous ne vous entendons pas très bien. Du fournisseur est actif. Vous devrez vérifier celui de l'entreprise. Facturée. Ce qui concerne les impôts, ce serait de mon point de vue votre propre contrôle préalable. Vous m'entendez? Allô? Ça commence à revenir, oui, Allô? maintenant. Oui, c'est mieux maintenant. Allô, Espen? C'est mieux maintenant. Vous m'entendez? Oui, c'est mieux maintenant. On vous entend. Voilà, je disais que pour ce qui concerne le service des impôts, je dirais que c'est votre problème. Parce que c'est vous qui n'avez pas mené toutes les diligences qui vont avec. Et du point de vue
de la charge. Deuxièmement, s'il y a une TVA récupérable, puisque n'est pas un tiers son numéro IFI est désactivé. Deuxièmement, le sticker a été fraudé. Donc là, à tous les niveaux, je disais que par rapport aux différentes vérifications préalables à la réception d'une facture, vous assurez que le numéro. Et ça, comme la DGI, vous vérifiez. Flasher le sticker pour vous assurer que le sticker est celui de prise. Parce que les gens fraudent sur les stickers, ils prennent les stickers, le principe du sticker. Donc, c'est à vous de faire cette vérification. Si vous ne l'avez pas fait, moi, je pense que vous incombe en tiers. D'accord, j'ai compris grosso modo. En fait, je pose la question parce que on a aussi le cas où, lors d'une vente, il y a des clients qui n'ont pas, ou du moins leur numéro IFI n'est plus actif. Et à ce moment, est-ce que on doit refuser de le vendre ou bien dans ce cas, on peut le vendre? Parce que c'est aussi des cas qui arrivent. Mon point de vue, que les vérifications préalables ne n'avaient pas menées. Non, ce n'est pas lié. Il n'y a aucun problème pour qu'on a un tiers qui n'a pas de niveau. D'accord, ça marche. Merci. Là, je suis là. Vous êtes là maintenant. OK. Oui. Monsieur Cora, vous avez obtenu réponse à votre question? Oui, Réponse oui, tout à fait. satisfaisante. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Tout à fait. Je vous en prie. Alors, nous avons Monsieur Abdulkarim Baloué qui a main levée. Vous êtes là? Monsieur Jean Diabri, vous êtes là? Oui, bonsoir, je suis là. D'accord. J'avais une question. J'aimerais savoir quel est le traitement réservé aux primes de stage en fin d'année avant l'élaboration des états financiers. Monsieur Diabri, vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? D'accord. Ma question, c'est quel est le traitement réservé aux primes de stage en fin d'année avant l'élaboration des états financiers? Traitement réservé aux primes de quoi? Les primes de stage qu'on a octroyées durant l'année aux stagiaires, quel traitement on peut réserver avant l'élaboration des états financiers? Est-ce que Salvador, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Donc, les primes de stage. Nous ne vous recevons pas, ça crache. Pour les primes de pour les primes de stage, j'aurais comptabilisé ça comme un élément d'autres éléments de salaire dans un compte 66. Vous l'aurez comptabilisé dans quel compte vous? Bon, généralement, les primes de stage, De quel traitement parlez-vous? Ce n'est pas les comptes à utiliser? Oui. oui, généralement, chez nous, par exemple, les primes de stage sont comptabilisées au niveau de 63-24, genre les honoraires. Maintenant, il disait qu'il était préconisé en fin d'année de transférer la totalité des primes de stage de 63-24 vers le 666. Non, 66-11. Donc, c'est cette confirmation je voudrais en quelque sorte. Non, je n'aurais pas fait comme ça. Donc, ça dit que vous vous comptabilisez dans le 64
l'année, vous transférez dans le 6611. Moi, ce n'est pas des honoraires, hein. C'est des éléments liés à la dimension sociale. Parce que dès que vous mettez dans le 63-24, éventuellement, la question des retours à la source, est-ce que vous ferez de la retour à la source là-dessus? L'élément n'est pas. J'aurais directement mis un sous-compte du 66. Mais le 63-24, je ne pense pas, parce que ce n'est pas une prestation en contrepartie de laquelle je mets. Donc, je ne vois même pas, en tout cas, je vois moins pertinent, vois moins pertinent de mettre les primes de stage dans un compte 63-24. Monsieur Savadogo. C'est bon? Oui. J'aimerais intervenir. Oui, allez. Cette question-là. Voilà, bon. Je dirais que pour les primes de stage, c'est toujours mieux de mettre ça dans un compte 66, un compte approprié par exemple à l'entreprise, comme le plan comptable ne prend pas en compte les stages, n'a pas pris en compte les stages. Donc peut-être on peut le mettre dans un compte 66, voilà, et s'assurer également que c'est bien enregistré dans ce compte-là. Voilà. Ça serait traité tant comme des salaires au vu de la loi fiscale. On ne peut pas le mettre dans un compte 663-24, un compte honoraire, parce que ce n'est pas des honoraires en tant que tel. Les honoraires, ça peut être, je pense, bon, peut-être les études notaires et ainsi de suite. C'est ça. Non, le compte 66-88 même est adapté à mon avis. C'est d'autres charges sociales diverses. Je peux créer un sous-compte du 66-88 pour le mettre. Ma dernière question était afférente à celle de M. Kaboré, qui demandait à savoir s'il est possible de faire les états financiers d'une association à but non lucratif. Bien sûr, je pense qu'il y a un cadre comptable qui est entré en vigueur le 1er janvier 2024, qui est le SUSBENEL et qui s'applique aux entités à but non lucratif. Et donc, l'association s'inscrivant dans ce registre-là, les états financiers d'une association seront quasiment identiques en termes de compte, du moins en termes de type d'état. Hein, c'est un bilan, c'est un compte de ressort, c'est un tableau de flux de trésorerie, c'est des notes annexes qui constituent les états financiers d'une association. Donc, ils vont être le comptable est conformément au SUSBENEL et les états financiers vont aussi être produits conformément au SUSBENEL. Merci bien, Monsieur Sawadogo. Nous avons Madame Lionel Béréoudougou qui a levé la main. Vous êtes là? Madame Béréoudougou, vous êtes là? En attendant qu'elle nous revienne, nous allons passer à Monsieur Lassina Ouattara. Est-ce que vous êtes là, Monsieur Ouattara? Oui, je suis là. D'accord. La parole est à vous. Voilà, merci beaucoup en tout cas à l'expert pour sa générosité. Et j'aimerais qu'il revienne, parce que je n'ai pas bien saisi cette partie-là, j'aimerais qu'il revienne sur les contrôles d'exhaustivité. Et aussi, est-ce que les points qu'il a soulevés là-bas peuvent s'appliquer dans le cadre d'un projet de développement ou aussi dans le cadre d'une ONG? Voilà ma question. Donc, sur les contrôles d'exhaustivité, ce que j'avais dit, parce que la finalité du contrôle, là, c'est de s'assurer que tout ce qui devait être, c'est premièrement des éléments ordinaires, donc des opérations courantes. Et les opérations courantes, c'est quoi? C'est des achats-ventes, c'est des opérations diverses, c'est des opérations de banque. Donc, et des opérations de caisse. Donc, dans chaque journal, est-ce que toutes les opérations concernant le journal-là ont toutes été prises en compte? Quand on prend les achats sont des pièces d'origine externe. Les pièces d'origine externe passent par
le circuit du courrier et donc doivent forcément être répertoriées au niveau du courrier. Si elles ont été répertoriées au niveau du courrier, donc on va se dire que tout ce qui est passé dans le journal achat sont dans le registre courrier. Deuxièmement, quand on prend les éléments de vente, si on a un logiciel de vente, de facturation, systématiquement, le logiciel génère aussi l'ensemble des factures qui ont été émises. On a aussi cette base-là. Donc là, déjà, pour moi, c'est des recoupements qui permettent déjà de se dire que chaque information a sa source et à partir de la source de traçabilité de l'information, on peut s'assurer que tout ce qui devait venir comme information y afférente là sont venus en comptabilité et ont été pris en compte. Et après, il y a des éléments d'abonnement de charges. C'est-à-dire qu'il y a des opérations répétitives. Si vous avez un contrat d'assistance comptable qui est un contrat qui induit une facturation mensuelle, c'est qu'à la fin de l'année, vous avez 12 factures. Si vous devez recevoir un commissaire au compte parce que vous avez un contrat ou un auditeur externe parce que vous avez un contrat, donc ce contrat-là aussi va aboutir à une facture. Donc l'un dans l'autre, il y a des factures forcément qui doivent venir et on doit avoir la présence d'esprit de vérifier que toutes ces factures-là sont venues. Après, on avait parlé des logiciels interfacés. Donc là aussi, c'est de voir tout ce qui est géré par le logiciel et que ça correspond à ce qui est dans le système. Et pour moi, ça peut s'appliquer à tous les périmètres, sur toutes les dimensions qui concernent les différents périmètres. Parce que si vous rentrez dans un projet de développement, vous n'avez pas à avoir de facturation, il n'y a pas de vente. Comme il n'y a pas de vente dans le projet, vous n'allez pas avoir du chiffre d'affaires à recouper, mais vous pouvez, par exemple, quand je prends le cas des projets Banque mondiale, je peux comparer les données qui sont dans la compta du projet en termes de financement avec les données qui sont fournies par le bailleur ou avec les données qui sont dans la plateforme du bailleur. Vous voyez, tout ça, c'est des recoupements pour vérifier l'exhaustivité des différentes informations. Parce que si c'est un financement qui est considéré comme étant le système du bailleur, je vais travailler à le voir qu'il y a un décaissement que je n'ai pas pris en compte. Lequel décaissement, je vais chercher les éléments pour pouvoir retranscrire les informations afférentes dans ma comptabilité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ah oui, ça peut aller. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Ouattara. Monsieur Abdul Karim Baloué, vous êtes là? Monsieur Mahamoudou Sawadogo, vous êtes avec nous? Monsieur Josué, vous avez la main levée. Est-ce que vous êtes là? Monsieur Simon Cabré. Oui, bonsoir à tous, je suis là. Ok, la parole est à vous. Bonsoir à vous. Ok, merci expert pour la présentation. C'est moi qui Cabré, n'entends on ne vous ressent plus, plus. Est-ce que vous c'est êtes là? vous qui ne parlez plus. Monsieur Issa Kéré, vous êtes là? Oui, madame, je suis là. D'accord, vous pouvez prendre la parole en attendant que Monsieur Cabré puisse nous revenir. Ok, merci beaucoup. Bon, disons que ma question, c'est juste pour demander à l'expert s'il pouvait revenir sur... Nous ne vous Moi, je ne vous entends recevons plus. plus. Ok, je reprends. Mon micro était désactivé. Je disais que je voulais juste demander à l'expert s'il pouvait revenir sur le traitement du compte 671 utilisé dans une entreprise et aussi solliciter, si possible, Le compte combien? 63-71, rémunération Oh, des 130. intérimaires. OK. Et aussi, je voulais solliciter, voir bon, si possible, si après la fin de la formation, si on pouvait avoir le module format numérique à travers nos mails ou bien sur WhatsApp. Merci, c'était tout. OK. Sur la deuxième problème
module est partagé dans le groupe question, comme je l'ai expliqué, conformément à la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique, dans le cadre du 630, il est recommandé de les comptabiliser en cours de période, ce compte-là. Si vous recevez une facture irrelative, on va dire s'il y a une TVA de 40. De... Monsieur Savadogo, on ne vous reçoit plus. Allô? Voilà. Et s'il y a où c'est 53, et le compte fournisseur, fin d'année, on a dû transférer simplement ce compte-là de 667. Donc, on va débiter le compte 667. Le 637 seulement. C'est prévu comme c'est bien entendu un virement de compte à compte conformément à la disposition du système comptable OADA. Donc, ce que je peux donner comme... Monsieur Kéré, est-ce que vous avez entendu ce que Expert Savadogo disait? Oui, madame. Je pense qu'il y a des problèmes de connexion. On arrive difficilement à entendre Expert Savadogo. Du coup, nous allons essayer de prendre une dernière question et boucler avec la phase des questions. Expert Kaboré, vous êtes avec nous, vous êtes là? Oui, je suis là. Je peux D'accord. intervenir? Oui, il n'y a pas de souci. On va prendre Je, votre intervention. voilà, je disais, pour répondre à la question de M. Kéré, expert disait qu'au niveau de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique qui traite quatre éléments, quatre cas, il y a ce qu'on appelle les personnels intérimaires. Et au niveau des personnels intérimaires, il vous a dit que quand vous recevez la facture du prestataire, je prends une société de sécurité qui vous a envoyé des agents pour travailler, quand vous finissez, quand la facture va venir, au moment de la réception de la facture, vous allez d'abord passer dans le compte 637 contre un compte 401. Ça, c'est au cours de la période. Vous allez faire, si c'est chaque mois, vous allez passer cette écriture-là. En fin d'année, selon la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique, on vous dit que vous devez considérer le personnel intérimaire comme si ce personnel intérimaire-là rentrait en compte dans votre masse salariale. Et pour que ça rentre dans votre masse salariale, vous êtes obligé d'annuler le compte 637 et puis transférer toute cette charge-là dans le compte 667. C'est juste cette explication. Je ne sais pas si M. Kéré, si on a pu, c'est résolu, le problème est résolu. Le problème est résolu. Maintenant, mon inquiétude, c'est au niveau du transfert du compte là. Prendre ça comme faisant partie de la masse salariale. Voilà. C'est ça le souci à mon niveau. Puisque ça va poser un problème au niveau du contrôle fiscal. Parce qu'au niveau du contrôle fiscal, on demande à ce que bon, IPS et puis le contrôle d'IPS et puis PPA, que ça soit conformément au salaire déclaré. Non, non, ça ne va pas poser ce problème-là parce que normalement, quand vous passez dans le compte 637, vous allez payer ce qu'on appelle. Bon, excusez, ce que moi j'avais l'habitude de faire, c'était de passer dans le compte 637 avec le compte fournisseur. Maintenant, comme ce sont des prestataires, il y a des retenues sur leurs prestations.
Voilà. Donc, je fais la vérification fiscale à partir des retenus pour voir si toutes les charges ont été en fait prises de retenue. La, Monsieur Kéré, la difficulté, vous n'avez pas résolu le problème. Je prends un exemple. Si vous prenez, ça fait fausser vos différents soldes significatifs de gestion. Je prends un exemple. Si vous prenez les sociétés minières actuellement, 90% de leur masse salariale passe par des sociétés de placement. Et que si vous continuez si vous faites ce traitement, à la fin de l'année, ça ne va pas refléter la masse salariale. Et normalement, quand on veut analyser vos soldes significatifs de gestion là, ça ne va jamais respecter parce que au niveau de votre valeur ajoutée, vous allez voir que votre EBE là, ça sera un peu en fonction de, ça sera faussé. Et ce postulat vous dit clairement que quand vous finissez, transférez tous ces charges-là, compte 637 là, et puis vous logez dans un compte 66. Mais vous allez d'abord au préalable vérifier si les retenues ont été opérées sur toutes les factures de la prestation. C'est juste ça que je voulais juste ajouter. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, excusez, j'avais une dernière question que j'avais posée. Je n'ai pas eu de réponse vraiment là-dessus. C'était pour voir si c'était possible d'avoir le module en version numérique. Non, pour le module, SPF vous a dit que normalement, à chaque fin de séance, là, on met le module dans le WhatsApp. D'accord, d'accord. Okay. Donc, vous pouvez le télécharger. Effectivement, il y a un groupe WhatsApp de futurs alliés. Donc, dans les normes, à la fin de ce webinaire-là, le module afférent, le module y afférent sera transféré dans le groupe. Donc, normalement, en tout cas, on va vous le partager. D'accord, ok. Et je pense qu'on va faire pareil pour toute question spécifique. On va essayer de clore le webinaire parce que, mine de rien, on vous a déjà pris 2 heures de votre temps. Oui. On va peut-être essayer d'envoyer un lien dans le groupe pour tous ceux qui ont besoin d'informations, qui ont des questions en suspens, qui ont des préoccupations spécifiques. Ils pourraient peut-être les poser là-bas et les mettre là-bas pour qu'on voit dans quelle mesure on peut les traiter. Ou vous pouvez aussi écrire au numéro WhatsApp de Fidali. Alors, avec votre permission, nous allons essayer de clore ce webinaire. Un grand merci à tous pour votre participation active et aussi à M. Sawadogo pour sa disponibilité et ses précieux partages de connaissances. Nous n'oublions pas aussi de remercier tous ceux qui ont intervenu et qui ont apporté des réponses à certaines préoccupations. Merci à l'expert Kaboré qui intervient au sein du cabinet Fidali aussi. Donc, nous espérons que ce webinaire a été enrichissant et bien sûr qu'il a apporté des réponses à vos préoccupations. Comme je le signifiais tantôt, le Café des Alliés, c'est une initiative gratuite du cabinet Fidali. Donc, nous invitons aussi tous ceux qui souhaitent contribuer à cette noble cause en tant que formateurs ou qui ont des idées de formation possibles à nous contacter afin de continuer à rendre cette initiative-là quand même assez pérenne. Vous pouvez aussi rejoindre notre groupe Futur Alliés qui a été créé afin de permettre à tous de ne rien rater sur les opportunités de renforcement de capacité. On n'oublie pas aussi de vous rappeler que nous sommes un cabinet d'expertise comptable. On évolue dans tout ce qui est audit, assistance comptable, conseil, formation, recrutement. On n'en sait jamais. Mine de rien, cette petite information-là peut être bénéfique à tous, à vous comme à nous. Donc, n'hésitez donc pas à nous contacter pour tout besoin afférent à tous ces domaines spécifiques que je viens de citer. Je vous remercie encore. Je vous demande de rester à l'écoute pour notre prochain webinaire qui va porter aussi sur un thème tout aussi intéressant. Je pense que nous allons réaliser la fiche, nous allons aussi partager dans le groupe. C'est déjà fait même. Je pense que ça porte sur le montage d'un dossier financier destiné à la mobilisation des ressources dans les PME en contexte de crise.
On vous donne rendez-vous pour ce webinaire-là. Et je vous remercie. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci, bonne soirée. Merci, Latifa. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp Fidali, je viens de mettre le lien du groupe dans la conversation, chat. Donc, vous pouvez cliquer et puis joindre automatiquement le groupe. Merci Justin, merci à tous. Bonne suite. À nous revoir très bientôt.